Bien, bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on va faire un petit exercice assez singulier qu'on n'a jamais fait à la THS pour l'instant. Macom en 7 minutes. Donc on a 9 sélections qui ont accepté de se prêter au jeu et de présenter leur projet en 7 minutes chrono. Donc je vais vous appeler deux par deux sur l'estrade et vous allez chacun à votre tour avoir 7 minutes. Je parle au public maintenant, à l'audience. On gardera les questions pour la fin. On va attendre que les 9 personnes présentent leur projet et ensuite on fera un petit temps d'échange avec la salle. Voilà, pour des raisons de concentration et d'enchaînement, je pense que c'est pas plus mal. Et donc je vais appeler d'abord Monsieur Salim Mezache de Marseille qui va nous présenter l'augmentation de la consommation de kétamine et les conséquences sanitaires données du réseau français d'addictovigilance. Merci. Vous m'entendez bien comme ça ? Alors, j'ai le plaisir de lancer cette séance qui s'annonce très dense. Donc, j'espère que tout le monde est prêt, vous avez pris votre dose de café ou autre. Et on va pouvoir commencer. Donc moi, Salim Mezache, je suis pharmacien, pharmacologue au Centre d'addictovigilance de Marseille. Alors pour celles et ceux qui ne nous connaissent pas, l'addictovigilance, pour faire simple, c'est une vigilance qui s'assure de surveiller les effets indésirables liés aux substances psychoactives, drogues, médicaments, plantes, etc. On est organisé en réseau de 13 centres qui couvrent toute la France et c'est piloté par l'Agence nationale du médicament, l'ANSM. Donc aujourd'hui, je vais vous parler des données plus spécifiquement sur la kétamine, avec déjà nos constats par rapport à l'usage déjà. On a une enquête qui interroge plus de 5000 personnes accueillies en service d'addictologie chaque année, c'est l'enquête Oppidum. Déjà, on observe qu'il y a plus de gens qui consomment de la kétamine. Et ce qu'on voit aussi, c'est que cette consommation s'est modifiée. Là où il y a 15 ans, on était sur des consommations occasionnelles, festives, on arrive sur plus de consommation avec des usages réguliers, voire quotidiens, et des quantités de kétamine consommées qui peuvent aller jusqu'à plusieurs grammes par jour. Donc ça, c'est nouveau, c'est ce qu'on observe. Et malheureusement, en parallèle, on a une augmentation des observations cliniques, donc des complications liées à la kétamine. Donc vous voyez, sur la dernière période où ça augmente, et rien que sur l'année 2024, on a dépassé les 3 dernières années en termes de complications. On voit une pluralité des usages, des motivations, toujours cet usage festif récréatif, mais aussi des usages autothérapeutiques et dans le cadre du chemsex. Donc, si on regarde plus précisément, c'est quoi comme complications qu'on voit avec la kétamine ? Et donc là, vous avez un panorama. En majorité, on va avoir des troubles psychiatriques et ça va être tous ces symptômes d'allure psychotique qui peuvent arriver après la consommation de kétamine. Des troubles du système nerveux central avec cet état de dissociation qui, à l'extrême, peut aller jusqu'à ce qu'on appelle les K-hole. Mais ce qui nous intéresse et ce qui nous interpelle sur ces dernières années, c'est l'augmentation des troubles de l'usage et l'augmentation des troubles urinaires et néphrologiques avec la kétamine. Et ça, je vais vous en parler plus précisément. Un mot sur les décès. Il y a malheureusement des décès qui impliquent la kétamine, que ce soit des décès toxiques ou accidentels. Donc ça, c'est l'enquête DRAME. Ce sont des décès avec analyse toxicologique post-mortem. On est loin d'être exhaustif, mais ça permet de montrer que ça existe et qu'il faut le prendre en compte. Donc, une observation clinique telle qu'on les reçoit dans les centres d'addictovigilance pour vous illustrer ces cas. Donc, un patient qui est âgé d'une vingtaine d'années, qui consomme la kétamine 1 à 5 grammes par jour depuis plusieurs années. Initialement, il consommait en milieu festif et occasionnel, et puis cette consommation elle s'est chronicisée sur une consommation solitaire et quotidienne. Donc il est hospitalisé pour des troubles hépatiques et biliaires, je vais passer sur le détail de ces troubles. Il avait des troubles urinaires et néphrologiques associés, dont je vais vous parler juste après, et puis ça a été amélioré par le sevrage. Donc ça vous illustre la gravité des cas qu'on peut avoir sur des utilisations de kétamine de façon chronique. Et donc plus précisément sur ces complications urinaires et néphrologiques qu'on peut observer avec l'usage de kétamine. Donc on est sur un continuum. Très souvent, les patients vont rapporter des symptômes type cystite, mais sans infection. Donc avec des brûlures mictionnelles, avec des fuites
avec des douleurs pelviennes qui peuvent être assez fortes. Et puis quand il y a l'échographie qui est faite, on se rend compte que vous voyez cette déformation de la vessie, dite en sablier. En fait, la paroi de la vessie s'épaissit et vous avez la capacité de la vessie qui est réduite. On avait une patiente là récemment où elle avait 30 millilitres de capacité de vessie, là où un adulte a entre 300 et 600 millilitres. Donc vous vous rendez compte que ça réduit les capacités de la vessie. Donc cet épaississement de la muqueuse, on ne sait pas exactement comment ça se produit. On suspecte une toxicité de la kétamine et de ses métabolites parce qu'ils passent dans la vessie quand ils sont éliminés. Il y a aussi un phénomène inflammatoire. On ne sait pas exactement pourquoi, mais c'est ce qu'on observe. L'épaississement, il atteint aussi les uretères. Donc les uretères, c'est ces conduits qui vont du rein jusqu'à la vessie. Et donc quand ça s'épaissit, ça se rétrécit. Et donc on a des sténoses, comme vous le voyez sur l'imagerie. Donc quasiment plus d'urine qui arrive à passer jusqu'à la vessie. Tout ça, ça fait que le liquide stagne dans le système urinaire haut, donc dans le rein. Ce qu'on appelle l'hydronéphrose, c'est la rétention urinaire chronique. Et puis à terme, ça donne des insuffisances rénales et puis des dommages sur le rein. Donc voilà un petit peu la physiopathologie de ce qui se passe au niveau de l'arbre urinaire chez les personnes qui consomment de la kétamine de façon chronique et massive. Je n'ai pas le temps de vous détailler les traitements qui peuvent être utilisés. Il peut y avoir des traitements pharmacologiques qui sont utilisés par les urologues avec une efficacité plus ou moins variable selon les personnes. Et puis il y a des traitements chirurgicaux. Donc on a une première intervention qui est souvent utilisée, qui s'appelle l'hydrodistension, où les urologues, le chirurgien vient instiller du sérum physiologique dans la vessie pour essayer de la regonfler. Donc dans le cas de la patiente dont je vous parlais, qui avait 30 ml de vessie, ils ont réussi à augmenter jusqu'à 100. Donc vous vous rendez compte, on n'arrive pas jusqu'à la normale. Et puis dans les cas les plus extrêmes, on a eu aussi pu voir des ablations complètes de la vessie avec une dérivation du système urinaire. Donc ce qui est sûr, c'est que ce sont des symptômes qui sont probablement sous-évalués, peu ou pas pris en charge, donc l'idée de se questionner sur une filière spécifique de prise en charge de ces troubles chez les personnes qui consomment de la kétamine de façon chronique. Un mot sur le trouble de l'usage. Les addictologues nous disent aussi qu'ils voient de plus en plus de personnes se présenter pour des demandes, que ce soit de sevrage ou de diminution. Très souvent, c'est quand il y a aussi des troubles somatiques associés. Et donc, ce qu'ils peuvent nous dire, voilà, c'est des consommateurs qui consomment depuis plusieurs années. La tolérance est très forte à la kétamine, ce qui fait qu'on augmente rapidement les doses. Et il y a la présence d'un craving qui peut être assez difficile à gérer selon les addictologues. Allez. Juste, je finis les saisies. Voilà, elles augmentent. L'accessibilité de la kétamine, elle est toujours plus on y est presque. Donc la kétamine est de plus en plus accessible. Et pour finir juste sur l'effet marquant, qu'est-ce qu'on doit faire ? Repenser les accompagnements, que ce soit médical et au niveau de la réduction des risques avec des nouvelles approches et des nouvelles postures. Merci. Merci beaucoup. Bravo. C'est pas facile, hein ? Merci d'avoir respecté le temps. Alors, Anne-Baptiste, vous allez nous présenter usage sexualisé des drogues, complications en addictovigilance également. Exact. Donc, je ne présente pas l'addictovigilance puisque mon collègue l'a fait pour moi et je le remercie, ça me fait gagner du temps. Bon, en gros, de la vigilance sur les substances psychoactives, aussi bien les drogues que les médicaments. Donc moi, je vous parle d'usage sexualisé des drogues, que ce qu'on entend par ce terme, c'est un terme générique, parapluie, qui désigne la consommation de drogue dans le but d'améliorer ou de faciliter la relation sexuelle. Donc on voit qu'en fait, ce terme, il est extrêmement large. On peut parler aussi bien d'une prise d'alcool qui facilite une rencontre sexuelle que la prise de cannabis pour éviter d'avoir une éjaculation précoce, que la prise d'alcool pour éviter d'avoir des douleurs pendant les rapports. Donc en gros, on est dans quelque chose de très vaste. Ça concerne donc toute identité de genre, toute orientation sexuelle, mais on le sait, il y a une disproportion importante, notamment chez les HSH, avec ce qu'on appelle le chemsex, qui est donc un terme qui est beaucoup plus utilisé, plus connu, beaucoup plus médiatique, notamment depuis l'affaire Palmade, qui a été en plus assez mal défini, et donc il est plus connu puisque
Il y a des vraies complications sanitaires avec une importance croissante en matière de santé publique, complications neuropsychiatriques, infectiologiques, addictologiques, cardiovasculaires, médico-légales et donc avec des agressions facilitées par les substances ou des décès. La spécificité et la caractéristique du chemsex, c'est qu'il y a une notion d'intentionnalité en lien avec la prise de produits qui n'est pas nécessairement retrouvée dans les premiers cas dont je vous ai parlé au départ sur l'usage sexualisé des drogues. On va prendre de la MDMA ou des catinones pour avoir une partie de sexe. Donc ce n'est pas tout à fait la même chose. Donc des produits qui sont spécifiques, catinone de synthèse, GHB, et une place d'Internet qui est prédominante et qui a vraiment facilité la pratique du chemsex, aussi bien à travers les sites de rencontres que les sites d'achat en ligne des substances. Donc on va voir un peu, grâce aux données d'addictovigilance, s'il y a une évolution des données sur la pratique du chemsex, et puis on va essayer de voir aussi ce qu'on sait des usages sexualisés des drogues hors chemsex, chez les hommes ou chez les femmes, à travers nos données. Donc on a fait un petit focus entre 2021 et 2024. En termes de résultats sur l'usage sexualisé des drogues dans les données d'addictovigilance, donc avec une vision par le prisme des complications et par le prisme de la visibilisation de la société médicale, ce qu'on voit, c'est que c'est une majorité de chemsex qui ressort dans nos données, donc chez les personnes HSH ou transgenres, avec une moyenne d'âge de 37 ans, versus peu de cas d'usage sexualisé des drogues rapportés chez les hommes ou chez les femmes. On peut se demander en vie réelle, en fait, la proportion de ces usages sexualisés des drogues. On pourrait imaginer un usage sexualisé des drogues massif, mais qui n'a pas du tout les mêmes complications, la même gravité des complications que celles qu'on peut voir dans le chemsex, d'où le fait qu'on a cette disproportionnalité. Alors, qu'est-ce qu'on a pour les données d'addictovigilance dans le chemsex ? Donc c'est très majoritairement nos données, on est à 86%, avec une augmentation exponentielle depuis le premier rapport d'addictovigilance qui avait été fait en 2014. Vous voyez qu'il y a eu une augmentation par un facteur 3. Toujours donc ces produits spécifiques qui sont consommés, les catinones de synthèse retrouvées à 83%, le GHB-GBL dans la moitié des cas, et puis d'autres substances, méthamphétamine, kétamine, benzodiazépine de synthèse, cannabinoïdes, un SLAM, donc la voie IV qui est rapportée dans près de la moitié de nos cas. Bon, je vous passe les complications, j'en ai déjà parlé. Je veux juste revenir sur le fait qu'il y a des complications médico-légales avec ces agressions facilitées par les substances. On parlera de vulnérabilité chimique et soumission chimique. J'en parle parce qu'en fait, c'est des complications dont on a peu parlé et qui aujourd'hui sont beaucoup plus soulevées. Je pense que c'est important ici d'en reparler. Et également l'augmentation des décès qu'on voit dans les données de drame, puisqu'on a une augmentation importante en 2023 avec l'usage de catinone ou de G. Enfin, juste quelques petites données sur la porosité en termes d'évolution de ce qu'on peut voir. La porosité entre chemsex et usage de drogue de rue, avec des chemsexeurs qui vont nous rapporter utiliser de la prégabaline de rue, du crack, de la ritaline de rue. Donc on voit que là, il y a une porosité des milieux. En termes d'usage sexualisé des drogues, chez les hommes hors HSH, le chemsex n'est pas déclaré, très peu, de façon très minoritaire. Par contre, on va retrouver d'autres motivations sexuelles, notamment la masturbation compulsive sous substance, l'utilisation intensive de la pornographie, les prises de risques sexuels avec des rapports non protégés qui sont rapportés. Et là, on voit que les produits sont très différents, c'est cocaïne, cannabis, opiacés. Donc il y a certainement une sous-notification. On peut se demander si c'est interrogé chez les personnes usagères de substances. On peut se demander s'il n'y a pas une invisibilisation, alors même que l'usage sexualisé des drogues a toujours existé et que c'est quelque chose qui est connu depuis l'Antiquité. On ne l'interroge pas chez les personnes usagères de drogue. Chez la femme, de la même façon, très peu de chemsex rapportés, mais d'autres motivations sexuelles, des produits très différents, variés, vous voyez, de la cocaïne au crack, en passant par la kétamine, le protoxyde d'azote, le lyrica, ou même le PTC, le pet de ton crâne. Mais par contre, beaucoup de violences sexuelles qui sont rapportées, des femmes qui sont très jeunes, avec un contexte de polyconsommation, de conduite sexuelle à risque sous-produit, d'assujettissement sexuel sous-produit, voire de prostitution et de violence. Et chez des femmes mineures de 12 à 16 ans, on retrouvera des récits d'exploitation sexuelle de personnes, notamment contexte de fugue avec mise en danger, viol en réunion, séquestration, je vous passe tout ça. Là, clairement, on n'est pas dans du chemsex, on est plus dans un rite de passage utilisé par les proxénètes. Et donc, vous voyez la diversité des usages sexualisés des drogues, à ne pas confondre. On est certainement également dans une sous-notification
De la même façon, on n'interroge pas et c'est invisibilisé. La discussion, faut-il différencier chemsex et usage sexualisé des drogues, puisque on voit que le chemsex présente des complications majeures et qu'elles sont en augmentation depuis une dizaine d'années, malgré l'augmentation de la prise en charge et le développement de cette prise en charge par les structures. Faut-il ne parler que des usages sexualisés des drogues pour que l'usage sexualisé des drogues soit interrogé, traité à l'image du chemsex, quel que soit le genre et la sexualité? Importance de porter le sujet du consentement sous substance en première ligne. Et donc là, je vous invite par exemple à prendre attache auprès du CRAPS, qui est un nouveau centre de référence sur les agressions facilitées par les substances. L'importance également d'évaluer le trouble d'usage de substances comme initiateur de l'usage sexualisé des drogues ou comme conséquence de l'usage sexualisé des drogues. Évaluer la santé sexuelle en addictologie, continuer à interroger notamment les dysfonctions sexuelles dont j'ai pu parler au départ. Donc, est-ce qu'on consomme pour... je me dépêche, c'est presque la dernière. Pour rallonger l'orgasme ou des choses comme ça. Interroger sur les agressions facilitées par les substances, que ce soit en antécédents ou autres. Continuer de rapprocher les acteurs de la réduction des risques et les acteurs de la santé sexuelle. Rendre plus visibles les consultations sexo et bien expliciter pourquoi il y a un intérêt à avoir une consultation sexo. Sortir du tabou de l'usage de substances dans la sexualité et en parler. Merci. Oh, merci, super. Vous avez été top. Alors, je vais appeler maintenant Franck Aldon et Clara Allaire, s'il vous plaît. Alors, Monsieur Aldon, vous allez nous parler de l'expérimentation de diverses modalités de prise en charge des plaies et les complications post-injection, en présentant les résultats préliminaires de l'étude INFICOPI. Vous me dites quand c'est bon pour vous. C'est bon pour moi. Bonjour à tous. Donc, comme j'en ai introduit sur le sujet dont on va parler, l'étude INFICOPI qui a été faite sur l'année 2024 et 2025 inclut une cohorte de 100 personnes. Et aujourd'hui, je vous présente les résultats préliminaires d'un tiers de cette cohorte et on verra, je l'espère, d'ici la fin de l'année, l'apparition du reste et qui fait une continuité avec les présentations qui ont été faites précédemment en parlant notamment du SLAM. Merci. Donc il y a 3 méthodes de consultation qui ont été expérimentées. La consultation qu'on fait dans le cadre de mon exercice à l'association SAFE, qui est une association de réduction des risques à distance et sur place. Donc il y a une inclusion de 60 patients dans cette modalité-là, dont 20 personnes trans, 10 personnes en transition masculinisante et 10 personnes en transition féminisante, ainsi que 3 personnes injectant des stéroïdes anabolisants et 37 injecteurs de produits psychoactifs. La deuxième modalité a été l'expérimentation d'un kit de soins avec la formation de 8 professionnels de CARUD, 8 infirmiers exerçant en CARUD sur le territoire français qui devaient prendre en charge 3 à 4 patients pour tester ces différentes modalités d'accompagnement et l'expérimentation de ce kit de soins de premier recours qui est le même principe qu'une trousse de secours qu'on peut avoir déjà à la maison de manière générale en bobologie. Et la dernière modalité a été une consultation avancée en centre de santé sexuelle, donc un CESAC, centre de santé sexuelle à accès communautaire et qui est un CJD également, avec l'inclusion de 10 patients et qui sont censés être des patients pratiquant le chemsex, vu que c'était l'orientation dans le parcours, avec la possibilité d'avoir une prise en charge spécifique à la pratique d'injection proposée dans ce dispositif. Comme je le disais, là, les résultats que je vais présenter seront axés sur les 3 injecteurs de stéroïdes anabolisants, les 20 injecteurs d'hormonothérapie et la modalité complète de l'expérimentation dans le centre de santé sexuelle en ce qui concerne le kit de soins et les 37 patients usagers de drogue au sein du suivi classique. Ça arrivera dans quelques semaines pour les résultats définitifs. Au niveau des stéroïdes anabolisants,
Ce qui était intéressant déjà, c'est que l'intégralité des personnes ont fait le suivi. Donc c'est un suivi qui était sur 3 mois. C'est une photographie qui est faite à J0, M1 et M3 avec des entretiens d'évaluation, d'accompagnement, tout un volet d'éducation à l'injection pour accompagner sur l'autonomie et tout un volet sur la prévention et la prise en charge des complications. À noter que l'ensemble de ces injecteurs ont eu par le passé des complications. Et qu'ils ont tous été réutilisateurs de matériel, car ils n'avaient pas le matériel nécessaire pour pouvoir faire des injections de manière sécurisée. Au niveau des complications qui ressortent, il y avait des complications qui étaient spécifiques aux stéroïdes, et notamment des complications qui arrivent généralement entre la 7e et la 10e semaine de cure, en fonction des stéroïdes qui sont consommés, et qui peuvent être assez inquiétants, notamment au niveau des dyspnées d'effort et autres complications qui peuvent avoir des conséquences dramatiques. Au niveau des conséquences liées à la pratique d'injection, elles sont assez semblables sur toutes les populations, du fait que là, c'est vraiment lié à un non-accompagnement de l'injection, notamment en intramusculaire, étant donné que c'est de l'intramusculaire pour ce public-là et ses hormones. Il y a un score d'évaluation qui est effectué auprès de chaque population, où on évalue notamment les capacités d'auto-injection, la qualité de vie, les capacités à prévenir, repérer et savoir solliciter les personnels adaptés en fonction du type de complication. Et il y a un score qui est élevé à J0, contrairement aux autres populations, pour la simple et bonne raison que 2 personnes, c'était la 2e cure qu'ils faisaient en accompagnement, on les avait suivis. Et du coup, il y avait déjà une intégration de connaissances et une autonomie, une augmentation de la qualité de vie qui fait qu'on a un score qui est élevé. Au niveau de l'hormonothérapie substitutive à base d'œstrogène et de testostérone, donc pour les personnes en transition, 100% des personnes étaient présentes aux 2 rendez-vous de J0 et M1, et on a perdu 30% de la cohorte à M3. Au niveau de la spécificité, toutes les personnes qui étaient en transition masculinisante, donc qui avaient en plus des hormones prescrites dans le cadre médical, donc c'était que de l'androtardil pour les personnes qui ont été accompagnées, injectées en intramusculaire, et il y avait un cadre avec des recommandations de soins qui ont pu être appliquées et accompagnées pour réaliser en autonomie les injections, contre 60% en intramusculaire et 40% en sous-cutané pour les personnes injectant des œstrogènes, qui sont des hormones illicites, sur lequel il n'y a pas de contrôle, notamment sur la qualité, le dosage, la concentration, et qui peuvent engendrer certaines complications. Ces complications, elles sont, comme pour les stéroïdes, assez caractéristiques. Il y en a certaines qui sont assez caractéristiques, avec notamment des signes de sur- et sous-dosage très importants, et qui sont de l'ordre de signes cliniques psychiatriques, et plutôt caractéristiques lors du surdosage. C'est quelque chose de très récurrent, donc ça revient dans 3/4 des cas pour la sous-cutanée, 100% des cas pour la sous-cutanée sur le sur- ou le sous-dosage, du fait d'un relargage des hormones et d'une difficulté de dispersion dans le temps. Je vais accélérer parce que j'ai mal géré mon temps à ce niveau-là. Au niveau du score d'évolution, on voit qu'on est très très bas initialement et une montée qui est très importante. Au niveau des résultats sur la consultation du checkpoint, les modalités qui sont intéressantes, c'est de voir qu'au sein des injecteurs, il y en a 50% qui avaient déjà effectué de l'injection en intracaverneux hors cadre médical, donc c'est des injections dans le corps caverneux, souvent des DEX non prescrits. 40% avaient également pratiqué de l'intramusculaire. 100% des personnes avaient déjà eu des complications, et 70% un passage aux urgences psy ou somatiques, et 50% une hospitalisation. Au niveau de la permanence, ce qui ressort, c'est un réel intérêt de celle-ci, avec un nombre de patients qui a été assez important, 36 personnes vues sur la première année pour 34 permanences, et surtout 153 rendez-vous. Avec pareil un score d'évolution très élevé qui passe de 3,6 à 17 en moyenne, et les critères que j'ai pu mettre juste au-dessus. Une observation clinique que je trouvais intéressante à vous transmettre, c'est l'absence de plaies ouvertes à ce jour, ce qui n'était pas arrivé depuis 18 mois, exprime du plaisir car il va pouvoir aller à la piscine, retrousser ses manches et se sent moins sale, moins à risque d'infection, porte d'entrée des germes selon ses termes. C'est une personne qui était suivie en infectieux, en addicto, par des psychologues, par des psychiatres,
par des structures communautaires et par des professionnels de la RDR et qui s'est retrouvé sur plusieurs années d'accompagnement en incapacité de pouvoir avancer. Et du coup, on aura 10 secondes sur la dernière slide sur le type de complications. Je peux en une seconde ? Ouais. En une seconde, je vous montre juste une évolution à J0M1 avec un gros travail d'éducation à la santé. Les patients sont revus hebdomadairement pour faire les soins. À droite, c'est pareil à J0M3. Et ça, c'est qu'une partie d'un seul des bras. La personne avait 50 plaies. Donc, il faut derrière voir le temps que ça va prendre pour réaliser les soins, évaluer, faire le travail d'accompagnement à l'auto-injection, le travail d'éducation à la santé et autonomiser pour la réalisation des soins. L'idée, c'est qu'entre chaque rendez-vous, c'est le patient qui réalise ses soins en autonomie pour se réapproprier son corps, travailler sur les signes cliniques d'incurie, etc. Merci beaucoup. Merci. Alors, Clara Lair, vous avez souhaité nous parler du programme Seeking Safety en CARUD, étude de faisabilité de la mise en place d'un programme centré sur le trouble de l'usage et le trouble de stress post-traumatique à destination de personnes précaires. C'est parti. Merci. Bonjour. Donc, je suis Clara Lair, je suis étudiante en Master 2 de psychologie clinique à l'Université Paris-Nanterre. Je suis évidemment en reprise d'études. En fait, je me suis intéressée à la population précaire. Je suis dans un Master de TCC, de thérapie cognitivo-comportementale, et c'est une population qui est très peu explorée, en tout cas sur le plan thérapeutique, par cette discipline. Je me suis basée sur des études qui montrent, ça vous le savez, des prévalences assez élevées de troubles de l'usage et d'expériences adverses dans l'enfance rencontrées par les personnes précaires. Donc on a un trouble de l'usage et des troubles de stress post-traumatique hautement prévalents chez les personnes qui sont sans abri. Et certaines études montrent que les interventions centrées sur le trauma permettent l'amélioration de la qualité de vie, en tout cas chez les personnes précaires. Ça aide à la stabilisation, ça aide à accéder au logement, et en tout cas ça permet aux personnes d'accéder à quelque chose d'un peu plus qualité. Le programme Seeking Safety est le programme qu'on retrouve le plus dans la littérature. C'est un programme américain qui a été développé dans les années 2000. C'est un programme américain des années 2000. Ce n'est pas très adapté à nos populations, mais en tout cas, dans la littérature, actuellement, c'est celui-là qui ressort le plus et qui a le plus été testé. C'est un programme qui se veut intégratif, flexible, adaptatif et accessible, avec des limites. Mais donc ça... Lorsqu'il a été testé, ça montre quand même une amélioration des symptômes traumatiques et du trouble de l'usage de substances chez les personnes. Ça a été testé sur plusieurs populations, en prison, chez les jeunes, mais en tout cas en France, ça n'a jamais été fait. Au niveau de la méthode, moi, ce que j'aimerais, c'est voir déjà si c'est possible de créer un programme groupal à destination de personnes précaires dans des structures addicto, parce que c'est pas forcément simple, et l'idée est d'aller d'abord, avant tout, à la rencontre de la population, de passer des questionnaires, de faire des échelles, parce que c'est pareil, c'est pas forcément toujours des choses qui sont faites en psychologie clinique. Donc je suis allée à la rencontre de personnes. Donc j'ai fait passer des questionnaires qui évaluent les consommations, qui explorent la présence de troubles cognitifs. J'ai investigué la présence d'un trouble dissociatif, les symptômes de TSPT complexe. J'ai utilisé une échelle pour mesurer le nombre d'expériences traumatiques que les personnes rencontraient, et j'ai évalué la précarité avec un score EPIS, qui est un score français qui permet de voir à peu près où est-ce que les personnes se situent. Et j'ai réalisé derrière un entretien semi-directif pour évaluer la possibilité de la mise en place d'un groupe, c'est-à-dire que je leur ai demandé leur avis. Donc j'ai rencontré 11 personnes dans 2 CARUD en Île-de-France. 9 d'entre eux avaient consommé avant l'entretien, ça n'a pas posé le moindre problème. J'ai retrouvé donc des consommations massives d'alcool et d'autres produits, avec une présence assez importante de troubles cognitifs. Beaucoup de suspicions de troubles dissociatifs. Les gens présentaient des symptômes, en tout cas assez marqués. Ils cotaient un grand nombre d'expériences adverses. En fait, c'est une échelle où on a 30 expériences adverses, et j'en ai retrouvé de minimum 5 jusqu'à 19. Des expériences adverses dans la tech, ça va de la négligence à la torture et à voilà. Donc les gens rencontrent quand même, à travers leur histoire de vie, un nombre hyper important de ces expériences. J'ai fait passer un ITQ. Un ITQ, c'est un questionnaire pour
diagnostic du trouble de stress post-traumatique qui n'est absolument pas adapté à cette population, c'est-à-dire que j'ai posé des questions qui n'avaient pas grand sens quand on s'adresse à des personnes dans la rue. Donc ça a été assez difficilement utilisable, mais en tout cas j'ai retrouvé à chaque fois des problématiques de régulation émotionnelle et de l'hypervigilance. Après vous me dites, quand on vit dans la rue, il faut être hypervigilant. Et les scores EPIS, il y a un cut-off à cette échelle qui est à 30. Ils étaient tous au-dessus de 30. Ils se rapprochaient même parfois de 100%, qui est le score maximal. Souvent, le seul truc qui les éloignait un peu du 100%, c'est que les équipes avaient déjà fait l'AME avec eux. Au niveau de l'entretien, ils trouvent tous que c'est une super idée, mais pas pour eux. Voilà, donc on en vient à la question de la vulnérabilité. Qu'est-ce qu'on peut dire dans un groupe ? Ils énoncent énormément de freins, mais malgré tout, ils étaient plein de bonnes idées. Ils souhaitent un espace ouvert, sécure, pédagogique et interactif, et avec un ou une professionnelle de confiance. Voilà, cette question de la confiance qui revient énormément. J'ai retrouvé une corrélation entre les scores de consommation et le score de précarité, ce qui n'était pas très étonnant. Au niveau de la discussion et des limites, c'est un échantillon qui est très restreint, mais on retrouve vraiment l'intrication des problématiques liées aux troubles de l'usage, aux troubles de stress post-traumatique et à la précarité. C'est un échantillon de personnes qui étaient très précaires avec des consommations massives, mais qui ne sont pas forcément représentatives de tous les publics qu'on peut retrouver en CARUD. Les publics en CARUD sont généralement plus vastes et plus variés que ça. Ils ont vécu des expériences adverses très nombreuses, diverses, et qu'ils minimisent énormément dans le discours. Avec une violence qui jalonne les parcours. Et surtout, en psychologie, nous n'avons pas, pour l'instant en France, des échelles qui peuvent décrire les problématiques liées à la stigmatisation, à la déliaison et à toutes les violences systémiques que les personnes peuvent rencontrer, en tout cas dans leur vie. Donc il y a énormément de questionnements qui ont été soulevés sur le partage et la vulnérabilité au sein d'un groupe. Donc ça, c'est vraiment une des limites que j'ai pu voir, c'est comment est-ce qu'on va pouvoir travailler ça avec les personnes. Donc j'ai envie de continuer ça. En fait, c'est le tout début d'un travail. Je suis en train de caractériser ma population pour pouvoir derrière élargir ça à d'autres lieux en addictologie, pouvoir rencontrer les gens en XAPA, dans les centres thérapeutiques résidentiels, en détention, en halte soins addiction, dans les salles de consommation à moindre risque, parce que j'aimerais vraiment pouvoir co-construire un dispositif avec les personnes concernées, groupal, mais suite à la création d'un lien de confiance fort, à de la psychoéducation individuelle, beaucoup d'informels. On sait qu'il va falloir travailler, en tout cas, autour de la mise en place de ce groupe-là pour que ça fonctionne. Et quand bien même les personnes ne sont pas stabilisées dans leur consommation, il y a vraiment un intérêt de proposer un dispositif qui va se focus sur le trauma pour les aider à accéder à une meilleure qualité de vie et surtout sans visée d'abstinence. C'est juste pour qu'ils puissent, les personnes, avoir plus de ressources et pouvoir réduire les risques et soutenir leurs projets tout en prenant en compte les difficultés sociales et structurelles qui les entourent. Voilà, donc je vous remercie. Si vous travaillez là-dedans, venez me voir, j'ai besoin d'idées et pour ma thèse. Voilà, donc je vous invite à revenir vers moi. Voilà. Merci beaucoup. Allez, maintenant on va appeler Nathalie Duvernay et Ambre Herbisti, s'il vous plaît. Merci, parce que c'est vraiment pas évident comme exercice. Franchement, je trouve que vous vous en sortez tous super bien. Ah, ça va aller. Alors, Nathalie, vous allez nous parler des haltes soins addiction en XAPA hospitalier. Quels usages concernés ? C'est bon, top chrono. Alors, bien, bonjour à tous. Donc, moi, je suis Nathalie Duvernay, je suis médecin addictologue sur le XAPA de l'hôpital de la Croix-Rousse à Lyon. Et du coup, je vais vous présenter un travail autour des salles de consommation à moindre risque, qu'on appelle aujourd'hui les HSA. Comme vous le savez tous, en 2016, donc, la France a expérimenté l'implantation de salles de consommation donc dénommées HSA depuis 2022. À ma connaissance, il n'y en a que 2 en France, à Paris et à Strasbourg. Et à Lyon, comment dire les choses, le climat n'était peut-être pas hyper satisfaisant. Donc nous avons réfléchi avec nos collègues du médico-social à un projet d'HSA multisite. Vous allez, si vous voulez, voir le poster de nos collègues d'Opelia sur ce travail d'un projet innovant multisite HSA, donc porté par 2 CARUD
lyonnais, il n'y en a que 2, vous me diriez, Rupture et Pause Diabolo, issu de l'association LEMA, et donc un XAPA hospitalier, le XAPA du groupement hospitalier Nord, donc de la Croix-Rousse à Lyon. Donc, dans notre XAPA, on a voulu évaluer l'intérêt pour les usagers fréquentant le XAPA à justement fréquenter une HSA si elle existait. Donc, c'était dans le cadre finalement d'un diagnostic d'implantation pour nos usagers de XAPA. Donc, premier objectif, c'était évaluer l'intérêt qu'ils auraient ou pas à fréquenter une HSA si elle existait, tout au conditionnel. Et puis ensuite, on a voulu comparer finalement les 2 populations qu'on a retrouvées, la population qui était plutôt intéressée par le fait de fréquenter une HSA et celle qui ne l'utiliserait pas a priori. Du coup, on a réussi, alors grâce aussi à notre infirmier coordinateur en réduction des risques, Frédéric Buatier, à obtenir, et toute l'équipe, à obtenir 201 participants, 201 questionnaires. Et parmi ces 200 personnes, eh bien, on avait 82 usagers qui seraient susceptibles d'utiliser une salle de consommation si elle existait. Donc ça fait à peu près 40% de notre fil actif du XAPA. Donc du coup, là, dans ce tableau, vous avez un petit peu leur profil. Donc majoritairement, comme vous pouvez le voir, des hommes, moyenne d'âge 42 ans, la moitié qui vivent seuls, sans activité professionnelle pour 3/4 d'entre eux, vivant dans un logement plutôt précaire dans un cas sur 4, et 91% sous traitement de substitution aux opiacés. Je ne l'ai pas dit, mais on a interrogé principalement les usagers consommateurs encore de produits psychoactifs, en tout cas déclarant consommer. Dans les produits justement consommés, on a quand même majoritairement la cocaïne qui ressort. Et parmi ces consommateurs de cocaïne, on a quasiment la moitié qui consomment sous forme de crack. Et puis pour les injecteurs, que ce soit d'opioïdes ou de cocaïne, on avait quasiment aussi la moitié de patients injecteurs. On a 20% qui ont des antécédents d'overdose, qui disposent d'un kit de naloxone, ce qui est pas mal dans 73% des cas. Et puis quand on regarde un petit peu la gestion du lieu de consommation et du matériel, on peut voir qu'ils ont des difficultés avec le lieu dans 39% des cas, qu'ils consomment dans l'espace public ou dans leur voiture dans la moitié des cas. Et puis, fait intéressant, parce que nous, on est dans un XAPA hospitalier, qu'ils ont consommé lors d'une hospitalisation, quel que soit le service d'ailleurs où ils étaient, dans 44% des cas, dans l'enceinte de l'hôpital même, dans 35% des cas, et au XAPA, dans 17% des cas. Pour la gestion de leur matériel, on distribue du matériel au XAPA, donc 68% l'obtiennent aussi au XAPA. Ils prêtent beaucoup quand même, ils réutilisent pas mal. Et puis l'accès aux points d'eau lors des consommations, c'est un cas sur 3. Et puis 43% idéalement aimeraient pouvoir bénéficier de l'accompagnement éducatif individuel à l'injection, qui est un dispositif assez chouette en XAPA. Donc ensuite, on a comparé les 2 groupes, ceux qui étaient susceptibles de fréquenter notre futur HSA, si un jour on arrive jusqu'au bout du projet, et ceux qui n'iraient pas. Et ce qui ressort sur le plan statistique des usagers qui fréquenteraient cette HSA, c'est qu'ils consomment plus dans l'espace public, qu'ils ont plus d'antécédents d'overdose, ils vivent plus souvent en squat, ils sont plus injecteurs de cocaïne, plus consommateurs de crack, ils manquent plus de matériel, ils prêtent plus souvent leur matériel et ils consomment souvent lors d'hospitalisation. Ça tombe bien, on est un XAPA hospitalier. Donc, finalement, assez facilement, on a envie de dire que les HSA ont toute leur place sur des modes d'HSA, des grosses HSA, mais aussi, à défaut, et de façon assez complémentaire, sur un mode de mini HSA, si on peut dire, dans les CARUD ou dans les XAPA. On a quand même 4 usagers sur 10 dans un XAPA qui fréquenteraient ces endroits-là, qui ont déjà consommé quand même à l'hôpital, qui sont des injecteurs, des consommateurs de crack, qui sont plus à risque d'overdose. Enfin, voilà, la place d'un HSA a toute sa place et répondrait bien à la situation de ces usagers. Merci.
Merci beaucoup. Alors, Ambre Herbisti, sur les consultations avancées en addictologie, une approche globale en addictologie. Vous me dites quand vous êtes prêt. Je suis prête, merci. Donc, je suis Ambre Herbisti, je suis psychologue au XAPA de l'association ITAC à Strasbourg. Donc, les consultations avancées en addictologie, elles sont nées du constat que dans les établissements sociaux et médico-sociaux, comme les foyers d'hébergement pour les personnes sans abri, répondent souvent à la problématique d'addiction par l'interdiction, et que cette interdiction a souvent un effet contraire à celui recherché. Si par exemple on prend un CHRS qui interdit les consommations d'alcool et puis qui en même temps a des heures de retour en chambre obligatoires, une personne qui a une addiction à l'alcool, elle n'a pas d'autre solution que de soit désobéir et prendre le risque de se faire exclure, soit de boire massivement et de prendre des risques pour elle et pour les autres. Et donc on s'en est rendu compte surtout pendant le confinement sanitaire du Covid-19 qu'il fallait changer de manière assez urgente cette façon d'approcher les addictions dans ces types de lieux. Et la Haute Autorité de Santé a sorti des recommandations en 2022 qui recommandent de prendre en compte les personnes là où elles en sont dans leurs addictions dans ces lieux-là. Et donc c'est de là que sont nées les consultations avancées en addictologie. Donc qu'est-ce que c'est exactement les consultations avancées en addictologie ? À ITAC, d'abord c'est un partenariat fort, on crée des partenariats avec les différents acteurs locaux, avec les associations, avec les CHRS. On s'est positionné, on ne veut pas intervenir de manière ponctuelle, on veut intervenir sur du long cours avec une relation très proche dans la durée et avec une présence de professionnels des lieux pour qu'ils puissent aussi monter en compétences en addicto et du coup pouvoir faire écho de ce que l'on apporte auprès des habitants au fur et à mesure de leur temps de séjour. On intervient toujours en binôme pluripro et notre but c'est de faire une modification systémique en fait du territoire, donc d'intervenir dans plein de lieux et pas en tant que prestataire mais en tant que collègue des travailleurs sociaux vers lesquels on va. On a chacun notre rôle, chacun nos responsabilités, mais on travaille ensemble en tant que collègues. Donc concrètement, sur le terrain, on vient toutes les 15 jours sur un créneau fixe pendant 1h30. On a 1 heure de séance collective. Le professionnel est obligatoire toujours pour cette montée en compétences. D'ailleurs, les résultats, c'est que les travailleurs sociaux, au bout d'un certain temps, ils sont plus compétents. Par exemple, ils savent identifier les signes d'une overdose d'opiacés, ils savent y réagir, ils savent ce que sont les produits, les classifications de produits. Ils modifient leur posture, ça c'est ce qui est le plus important. Ils sont moins dans une prescription de comportement, ils sont plus dans une attitude d'écoute et ils comprennent des notions d'addictologie comme l'ambivalence ou la perte de contrôle, ce qui leur donne une autre écoute auprès des gens qu'ils accompagnent au quotidien. Et donc on a 1 heure de collectif et 30 minutes d'entretien individuel pour les habitants. C'est souvent demandé en début de séance, quand on arrive, ils demandent, on peut se voir après. C'est un temps où on répond aux questions plus confidentielles, plus intimes. Aussi, c'est un temps souvent où il y a une demande d'orientation. C'est un temps qu'on garde confidentiel. Par contre, nous, on ne commence pas de travail de suivi sur place. Il n'y a pas de prescription quand le médecin est là. Il n'y a pas de début de travail de psychothérapie. Mais on facilite l'accès aux soins. On a des places dédiées dans le XAPA qui permettent un accès assez rapide au XAPA une fois que la demande a émergé. Donc cette séance, elle est en 2 temps. L'autre temps, c'est le temps collectif. Mais d'abord, en amont de toutes ces présentations, on a un gros travail institutionnel à faire. Donc on rencontre la direction plusieurs fois, on rencontre les équipes, si possible au complet, on rencontre les CVS. On réfléchit à comment fonctionne l'institution, savoir comment on peut s'y intégrer au mieux. Par exemple, on peut nous dire venez pas les matins, tout le monde dort, ou venez pas en début d'après-midi, ils sont tous partis faire la manche, il n'y aura personne. Et on s'adapte aussi, on fait des bilans réguliers au fur et à mesure pour réadapter nos interventions, nos créneaux. Il y a un lieu où on va sur le temps de midi, par exemple à LHSS, parce que les gens sont malades et dorment en fait le matin et l'après-midi beaucoup. Donc nos maîtres mots, c'est l'adaptation, la régularité, la communication avec et les bénéficiaires et les équipes. Donc le contenu des séances collectives, en amont de ces séances collectives, on fait un gros travail aussi de préparation. Donc nous, on se documente, on actualise nos connaissances, c'est une équipe pluripro. On va faire valider les connaissances auprès des collègues du XAPA, les pharmaciens, les médecins.
Ensuite, on vulgarise, on réfléchit à qu'est-ce qu'on veut transmettre, qu'est-ce qu'on pense être important, essentiel à transmettre par rapport au thème qu'on veut aborder. Et on choisit la forme qu'on veut donner à ça. On choisit des formes ludiques. Soit on trouve des outils pédagogiques déjà existants, soit on crée des outils, on en crée beaucoup. Toujours avec une logique, au maximum avec une logique de pédagogie expérientielle. Par exemple, on a créé un plateau de jeu qui s'appelle un escape game cocaïne, où on raconte une histoire. À travers cette histoire, on voit comment est fabriquée la cocaïne, comment on la consomme, quels sont les risques, quels sont les effets sur la santé, quels sont les effets recherchés, et comment on peut éventuellement soigner une addiction à la cocaïne. On a plein de thèmes, on a des thèmes autour des produits et des addictions sans produits, mais on a aussi plein de thèmes périphériques comme le sommeil, l'alimentation, la santé mentale, et toutes nos séances, on les fait traverser par la question des compétences psychosociales, notamment de la régulation émotionnelle et de la relation aux autres. On a toujours un moment de brise-glace autour de ces questions-là pour faire monter les gens en compétences sur ces questions-là. Nous, on vient sur une longue période, donc on vient sur plus d'1 an. Des fois sur 2 ans dans certains lieux. On est repéré, on est attendu. On demande vraiment à ce que les gens soient libres et qu'il y ait toujours un professionnel présent. On demande à ce que les professionnels préviennent les gens de notre venue, à chaque fois leur rappellent, mais surtout n'imposent pas, mais créent un espace de convivialité. Donc il y a des lieux qui nous accueillent autour d'un petit déjeuner, il y a des lieux qui nous accueillent autour d'un café, mais l'idée c'est d'en faire un lieu sympa, un moment rigolo et agréable. Et nous on crée une familiarité en fait avec et les lieux et les habitants et les professionnels. On prend toujours du temps aussi avec les professionnels de discussion avant, après. On leur demande comment ça va en ce moment, comment ça se passe pour eux. Et d'ailleurs, on a un effet qu'on n'avait pas attendu, c'est qu'on a beaucoup de professionnels qui ont arrêté de fumer sur les lieux où on intervient à force de nous écouter. Et puis au bout d'un moment, quand on sent qu'on est un peu à bout, qu'on a fait le tour, on a fait la fin d'un cycle, on arrête de venir. Mais on ne coupe pas le lien, on reste en lien, on continue le partenariat. Et on peut revenir. Là, il y a 3 pensions de famille où on n'est plus allé depuis 1 an. On est allé 2 ans là-bas. On n'y est plus allé depuis 1 an. Et du coup, on décide on va sûrement y retourner prochainement. Donc, j'ai presque fini. Donc, en fait, l'objectif de ces consultations avancées, c'est de modifier l'environnement des personnes pour en faire un environnement plus soignant, plus étayant. Et du coup, voilà. C'est fini. Merci beaucoup. Je laisse reprendre. Un petit chevalet, un brosse, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Allez, et maintenant, on attend Stéphane Billard et Romain Gomez, s'il vous plaît. Alors, on va commencer par Addictosurf. Intégrer le surf dans le parcours de soins en addictologie, une évaluation préliminaire du programme Addictosurf. Merci beaucoup pour l'invitation. Donc, moi, je suis Dr Billard Stéphane, je suis psychiatre dans le Finistère Sud à Quimper et je vais vous parler donc de notre projet Addictosurf qui fait bénéficier à nos patients d'addicto de l'activité de la médiation surf. Pas de conflit d'intérêt, bien sûr. Vous m'entendrez beaucoup parler de la Bretagne, ça c'est important quand même. C'est peut-être un conflit d'intérêt, ça c'est notre lieu de travail, donc c'est sympathique. Je ne suis pas du tout surfeur à la base, je vous montre en vidéo ce que ça donne, donc je ne fais pas ça par passion, mais parce que je pense que ça peut aider nos patients en addictologie de travailler autour de cette médiation océanique. Comment se passe le protocole ? C'est des patients qui viennent pour 6 séances qui ont lieu sur un mois. 6 séances sur un mois. Et on a bien sûr une séance de préparation pour que le groupe se connaisse, pour expliquer ce qui va se passer. Et on a toujours un moment de retour, un mois après les séances, où les patients vont pouvoir notamment voir les vidéos qu'on a fait d'eux à la séance 1 et la séance 6, pour voir les progrès et pouvoir évaluer un peu le programme. Tout le programme a été fait en complémentarité entre le prof de surf, l'équipe infirmière et le médecin. Moi, pour ma part, je viens les premières et dernières séances pour échanger avec les patients, recueillir les impressions et aussi pour les filmer pour qu'ils voient leur expérience, enfin le changement d'expérience. Juste sur les résultats qu'on a récoltés sur les 70 patients qui ont eu
pu bénéficier de cette activité dans les 2 dernières années, on voit que c'est un public qui est très hétérogène, hein. C'est des patients qui ont principalement une addiction à l'alcool, mais on trouve tout type trouble de l'usage de substances. On a un panel de patients qui va de 19 à 60 ans. Il n'y a pas de limitation, hormis le fait de ne pas savoir nager, qui reste une contre-indication. Et on a une majorité de patients qui vont pouvoir aller jusqu'au bout du programme. On a quelques abandons, des fois parce que les gens travaillent et n'ont pas pu terminer ce programme-là. Sur les résultats à 1 mois, on va retrouver un taux de rechute qui est de 14%. Et ce qui est plus intéressant, moi je trouve, c'est sur les résultats à 6 mois, où on trouve, alors certes, 2 tiers des patients qui sont toujours dans le contrôle des consommations ou qui n'ont pas rechuté, mais le résultat encore plus important, c'est 93% des patients qui restent suivis dans un programme de soins en addictologie. On sait que c'est toujours compliqué, l'adhésion aux soins pour nos patients. Quand on va regarder les évaluations psychométriques, on voit que cette médiation améliore l'estime de soi principalement. On retrouve une amélioration à la HAD aussi des 2 composants d'anxiété et dépression. Et on a aussi un résultat intéressant sur l'échelle EMAPS, qui est une échelle de motivation à l'activité physique. On va retrouver finalement des patients qui vont avoir une motivation interne, intrinsèque à faire de l'activité physique qui est améliorée. À 6 mois, on va avoir un maintien finalement de ces résultats, hein, avec quand même des patients, alors qui ne deviennent pas tous des surfeurs, ce n'est pas du tout l'objectif, mais qui ont repris des activités physiques pour 2 tiers d'entre eux et ont repris une place dans leur environnement. Si on va regarder dans la littérature, hein, il y a de plus en plus d'articles sur la surf-thérapie ou sur les bienfaits du surf et des activités océaniques au sens large. Et on retrouve par exemple l'équipe de Morton en Australie qui a mis en évidence un peu tous les bénéfices possibles. En faisant une revue de la littérature, on trouvait qu'il y avait bien sûr le bénéfice de l'exercice physique, hein, c'est avant tout une activité physique. Quand on fait du surf, on n'est pas tout le temps debout sur une vague, le principal temps c'est un temps de nage. L'immersion dans l'eau froide, nous on a de la chance, on est en Bretagne, l'eau n'est pas très chaude, moins de 20 degrés c'est de l'eau froide, et il y a un effet bénéfique de cette immersion en eau froide. L'environnement Blue Space, hein, comme le Green Space, est bénéfique, ça a été démontré. Quand on est sur une planche de surf, si on ne veut pas tomber, on ne peut pas penser à ce qu'on fait dans la journée, à ce qu'on a fait hier, à ce qu'on va faire demain. On est ici et maintenant, c'est aussi un des avantages de cette activité-là. Et bien sûr, l'expérience de dépassement de soi. Quand on explique à un patient qui va monter sur une planche, tenir debout, ça lui paraît complètement impossible. Et le fait d'y arriver est largement positif pour lui. Et travailler dans un environnement enrichi, on est dans un environnement multisensoriel au bord de l'océan. Et on sait que cet environnement peut réduire le craving de nos patients. On travaille beaucoup autour des analogies entre le surf et le suivi en addictologie. On regarde, par exemple, tout simplement chez nos patients, l'illustration de la chute ou la rechute et le fait qu'il est nécessaire pour un patient qui apprend le surf de chuter avant de savoir tenir debout sur une planche. On a le parallèle avec nos patients qui ont des parcours irréguliers dans les soins avec parfois des reconsommations, des rechutes. Et le langage utilisé dans le surf se retrouve dans les prises en charge par la suite. Je vous montre juste cette séquence d'images qui est intéressante. Je remercie la patiente qui a accepté que je la diffuse. On voit les différents stades, c'est-à-dire au départ, il y a l'angoisse de monter sur la planche, le doute, est-ce que je vais tenir en équilibre, la surprise finalement dans la 3e image, tiens, je tiens debout. Et derrière, toute la phase positive ici, avec la joie, et on voit l'expérience de dépassement de soi, elle est totalement illustrée par cette séquence d'images. En conclusion, ce sont juste des résultats récoltés, ce n'est pas un essai contrôlé malheureusement, c'est juste une étude observationnelle. Ce qui est intéressant, c'est que le retour des patients et ce qu'on n'avait pas prévu, c'est le retour des familles et de l'entourage. Parce que quand ils peuvent montrer les vidéos d'eux sur une planche à leur entourage, la vision de l'entourage est beaucoup plus positive que certaines visions qu'ils peuvent avoir par moment. Bien sûr, il va falloir des études plus conséquentes pour voir ce bénéfice. Il y a l'association Surf Santé qui essaye qui est basée à côté à Bayonne, qui essaye de uniformiser les pratiques en médiation surf, en santé mentale notamment, et en addictologie. Je vous rappelle que le surf reste accessible à tous,
même ceux qui sont loin de la mer, parce que le paddle est une activité assimilée au surf et peut se faire en tout espace d'eau. C'est un complément, ça restera un complément à la prise en charge. L'idée, c'est pas de remplacer tout ce qu'on fait. Ça peut être un mode d'entrée dans les soins pour certains patients, des patients qui adhèrent mal aux soins conventionnels. Le fait de leur avoir proposé une activité pour débuter les soins, où ils peuvent rencontrer des gens qui eux-mêmes sont déjà dans les soins, inscrits dans les soins, c'est intéressant en partage de connaissances entre pairs. Et c'est un moyen de reprendre possession finalement de son corps et de son environnement, chez des gens qui ont l'habitude d'être reclus un peu chez eux pour certains, et un booster d'estime de soi. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup. Merci. Alors, Romain Gomet pour un état des lieux de la prise en charge des entourages de patients dépendants et de leurs besoins spécifiques. C'est l'enquête Entourade. Alors, je ne pourrais pas faire aussi stylé que venir parler à Biarritz de surf avec une chemise aussi funky. Je ne pourrais pas. Pour ceux qui ne voient pas, il faut la voir de plus près. Alors, moi, je vais vous parler d'entourage, parce qu'en Ile-de-France, on ne peut pas faire de surf. Donc, moi, je suis responsable de l'unité ambulatoire à Albert-Chenevier, donc à Créteil, au sein du GHU Henri Mondor, en Ile-de-France. Donc, je vais vous parler d'entourage. Pourquoi ? Parce que on estime dans la littérature qu'une personne dépendante, ça impacte en moyenne 4 proches. Donc une majorité de la population française est concernée quand même de près ou de loin par la question des addictions. Qu'on sait très bien que l'entourage, elle peut influence le développement d'une addiction. Je vous ai mis là le modèle d'Olivenstein, la maladie plurifactorielle, et donc les facteurs environnementaux, les proches et l'accompagnement est très important, et l'entourage, il peut jouer un rôle essentiel en vue du rétablissement des patients. Alors, une autre thématique que j'aime bien, c'est la question de l'empowerment, où là aussi la question de l'entourage est une des sous-dimensions qui est assez importante. Alors nous, pour vous raconter la petite histoire, ce qui est fait que je me suis intéressé à ça, c'est que le Covid, il a mis fin au groupe entourage qu'on menait à Créteil auparavant, et qu'on a vu quand même que l'entourage était de plus en plus en souffrance, demandait de plus en plus d'entretien individuel suite à la fermeture de ces groupes-là. On a voulu relancer la dynamique, on n'a pas voulu la relancer n'importe comment, on a voulu se baser sur plus d'éléments, faire quelque chose de moins empirique, et du coup j'ai mené une enquête entre mai et décembre 2022. Je remercie la Fédération Addiction et l'ULINFAM qui ont mis leur réseau à contribution, qui m'a amené à avoir 316 réponses, 288 qui étaient utilisables, d'entourage d'usagers. Essentiellement des femmes qui ont répondu, qui étaient proches essentiellement d'usagers hommes pour le coup. Des hommes qui avaient un peu tout type d'addiction, alors c'était majoritairement plutôt des addictions à l'alcool, des addictions qui pouvaient, alors c'était très hétérogène, depuis combien de temps ? Ça pouvait aller de quelques mois jusqu'à 55 ans de problématiques addictives, 13 ans de moyenne, avec des complications de santé qui étaient souvent présentes, qui allaient de la comorbidité psychiatrique à la conséquence somatique, et des complications sociales qui étaient à nouveau régulièrement présentes dans environ 2/3 des cas, autant relationnels que professionnels, que régulièrement judiciaires. Et ces usagers, du coup, est-ce qu'ils étaient pris en charge, que ce soit sur le plan associatif ou sur le plan par des professionnels, peu importe, en fait, ils étaient relativement peu pris en charge, mais ça, c'est un constat qui est global, c'est que les patients addicts, on n'en prend en charge qu'une minorité, malheureusement. Alors, probablement en partie à cause de cette pathologie qui est très stigmatisante, du fait que les patients peuvent être longtemps dans le déni, puis dans une sorte d'ambivalence, qu'elle est stigmatisante et le soin aussi est stigmatisé, ils peuvent avoir peur d'y aller. Puis par un problème de moyens, c'est que la dictologie en France, on n'est pas suffisant, on manque de moyens, les délais d'attente pour des prises en charge sont trop longs pour une pathologie où la motivation est des fois assez fluctuante et on ne peut pas toujours agir au bon moment. Donc ça crée des usagers qui sont un peu démunis et leur entourage est d'autant plus démuni. Alors l'entourage dans tout ça, parce que c'est ce qui nous intéresse, est-ce que sur les entourages qu'on a interrogés, très peu finalement, tout type de rencontres confondues, il n'y en avait qu'un quart qui avait rencontré à un moment quelqu'un pour parler de la question de l'addiction. Et sur ces entourages-là, finalement, ils avaient considéré que dans la grande majorité, dans quasiment 3/4 des cas, que cette rencontre, elle n'avait pas été suffisamment informative. Quand on les questionne de manière plus qualitative, sur des questions ouvertes, sur les ressources qui leur ont été utiles dans leur parcours de proches ou d'aidants, finalement,
minorité parlent des soignants, quelques-uns parlent des groupes de parole, des associations, quelques-uns parlent de ce qu'on peut retrouver sur Internet, des forums, mais quand même, la grosse barre bleue que vous avez au bout, ils répondent tout simplement rien. Donc voilà, des gens démunis, impuissants, qui ne reçoivent pas d'aide et qui ne trouvent pas de ressources. Donc toujours dans cette approche qualitative, on a voulu leur demander, mais finalement, quelles sont les informations qui sont nécessaires? Parce que le but, c'est pas de les aider par rapport à ce que nous, on attend, on pense qui est bon pour eux en tant que soignants. Donc les informations qu'ils trouvaient nécessaires, une majorité... Là, je vous ai mis par ordre d'apparition, donc ça veut dire de ce qui est apparu le plus fréquemment au moins fréquemment. C'était de comprendre un peu quelle attitude il devait avoir avec le proche. Trouver la bonne distance, les bonnes postures, comment communiquer sans focaliser, comment ne pas avoir de jugement stigmatisant ou culpabilisant. Donc quelque chose de très bienveillant. La deuxième chose qui apparaissait beaucoup, c'est la gestion du déni ou de la dénégation, qui est souvent très mal vécue par l'entourage, qui peut voir un peu comme du mensonge ou des signes des fois parfois de désamour, alors que c'est pas du tout de ça dont il est question. Donc le pourquoi, le comment de tout ça, comment aider le proche du coup à accepter sa pathologie, le motiver au changement, l'aider à adhérer aux soins. Prévenez certains comportements dans certaines situations, les situations un peu à risque, comportements inadaptés, craving, rechute, quand il y a des mises en danger. Venez après les questions un peu plus théoriques sur ce que sont les addictions, les mécanismes, les fonctionnements, les facteurs favorisants ou les conséquences, le pronostic, le parcours de soins, vers qui on s'oriente, où, comment, les thérapies qui marchent, quels sont les objectifs et tout ça. Et puis venez en tout dernier, et ça montre bien à quel point l'entourage des fois peut s'oublier, la protection de l'entourage. Comment trouver de l'aide, comment éviter la culpabilisation, comment tolérer son impuissance. Comment être accompagné, comment minimiser l'impact familial. Donc nous, qu'est-ce qu'on en a fait de tout ça? On s'est dit, il faut qu'on se relance dans une dynamique autour de l'entourage. Donc avec mon équipe, que je vous présente là, on a été se former déjà au programme BREF à Lyon. C'est un programme qui est très connu en psychiatrie. Ils ont développé une partie BREF Addicto, sous l'égide du professeur Roland, et puis du coup pas mal aidé par une patiente experte que vous connaissez peut-être qui s'appelle Nathalie Enjolras. On a été se former là-bas, ça a été très pertinent. Je vous en parlerai plus, mais là je ne vais pas avoir le temps, je sens que je suis proche du gouffre. Du coup, on est revenu de tout ça, on s'est dit on va refaire aussi des groupes. Donc on a remis en place des groupes pour l'entourage, qui sont mensuels maintenant, qui associent un soignant avec, on a la chance d'avoir un entourage expert ou un aidant expert, qui est un monsieur du coup qui a accompagné son épouse à travers et qui depuis plusieurs années travaille pour une association de pères aidants pour accompagner les entourages. Donc maintenant on a la chance de l'avoir avec nous et c'est très très pertinent. On a aussi décidé de développer des journées de psychoéducation, mais pour les entourages, et oui, je vais grignoter du temps, je serai le mauvais élève de la table, mais j'ai bientôt fini. Des journées de psychoéducation où du coup, sur quelque chose de pluriprofessionnel, on essaie d'expliquer les tenants et les aboutissants des addictions. C'est ouvert aux patients, c'est ouvert aux entourages, et ils peuvent venir ensemble ou séparément. C'est ouvert à tous et on reçoit pas mal d'entourages et je trouve que c'est assez pertinent. Les gens en tout cas qui arrivent en disent plutôt du bien jusque-là. Et puis la dernière, ça c'est pour le coup une perspective, ça serait d'écrire un document, un livre pour le coup, parce que les entourages sont souvent oubliés, souvent ils se réfèrent à des livres qui sont des self-help books, qui sont pour les patients, donc ils apprennent comme ça ce qu'est la pathologie, mais pour le coup il n'y a pas de place là-dedans, à la posture de l'entourage, à comment ils doivent gérer, et puis s'il n'y a pas de bienveillance pour eux dans ces livres-là, ils ne retrouvent pas ça. Donc voilà, merci de votre attention et désolé pour le timing. Merci beaucoup, c'est parfait. Merci à tous les deux. Et la dernière présentation, donc Flore Colas sur les troubles du spectre de l'alcoolisation fœtale et les difficultés associées, santé mentale, addiction, justice.
Bonjour à tous, je me présente Flore Collas, donc je suis chargée de projet à la COREAT, c'est la coordination régionale addiction Nouvelle-Aquitaine. Pour finir ce tour de France, je vais vous présenter un projet qu'on a développé sur la Nouvelle-Aquitaine et principalement sur les Pyrénées-Atlantiques, donc qui s'appelle Troubles du spectre de l'alcoolisation fœtale et justice. On a un financement de l'ARS Nouvelle-Aquitaine, le soutien de la Mildeka, et on travaille en partenariat privilégié avec une association de personnes concernées, donc Vivre avec le SAF, et avec le réseau Périnatalité Nouvelle-Aquitaine. Je travaille aussi sur le projet avec une neuropsychologue qui ne peut pas être présente aujourd'hui, mais qui nous aide beaucoup, Chanty Fontaine. Avant de vous parler du projet, je voulais revenir sur les troubles du spectre de l'alcoolisation fœtale, parce qu'on s'est rendu compte qu'au niveau des professionnels de santé, beaucoup avaient entendu parler du syndrome d'alcoolisation fœtale, mais très peu du trouble du spectre de l'alcoolisation fœtale. Donc les troubles du spectre de l'alcoolisation fœtale, qu'est-ce que c'est ? Ce sont des troubles du neurodéveloppement causés par l'exposition prénatale à l'alcool. On retrouve principalement deux formes, la forme syndromique, donc le SAF, et la forme non syndromique. Vous pouvez aussi retrouver dans la littérature troubles du neurodéveloppement liés à l'alcool, ou aussi EDCAF, état des troubles causés par l'alcoolisation fœtale. Donc le SAF, le syndrome d'alcoolisation fœtale, représente environ 800 naissances par an. Il est caractérisé par plusieurs éléments. C'est un diagnostic qui peut être posé de manière certaine, même si on n'a pas connaissance des consommations d'alcool pendant la grossesse de la mère. Il faut notamment des traits faciaux caractéristiques, une malformation... une microcéphalie et un retard de croissance staturo-pondérale. Au niveau du trouble du spectre de l'alcoolisation fœtale non syndromique, ça représente beaucoup plus de naissances, on en parle beaucoup moins, on peut parler de handicap invisible, ça représente 8000 naissances par an. C'est plus difficile de poser un diagnostic en l'absence d'informations de consommation de la mère pendant la grossesse, et c'est pour ça aussi que c'est beaucoup moins repéré aujourd'hui. On parle de manière générale de trouble du spectre parce que chaque personne atteinte va le manifester d'une manière très singulière, en fait, selon plusieurs facteurs au moment de la consommation. Est-ce que les consommations sont régulières, l'âge de la mère, des facteurs génétiques, les impacts peuvent être très variés d'une personne à l'autre. On estime aujourd'hui en France qu'il y aurait 600 000 personnes qui vivent avec des TSAF. Je dis on estime parce qu'il y a très peu d'études épidémiologiques sur ce sujet. Les études que je vais citer après sont principalement issues de recherches au Canada, aux États-Unis et en Australie. Pourquoi ? Parce qu'ils ont commencé à travailler principalement sur le public autochtone qui avait des conduites addictives avec de l'alcool. Ils se sont rendus compte de ces problématiques auprès de ce public et ensuite ils ont regardé en population générale. Donc, au niveau du projet, pourquoi on a fait un projet uniquement focalisé sur la justice ? En fait, on a travaillé donc, avec l'association de personnes concernées Vivre avec le SAF, pour lequel, en cas de diagnostic tardif ou en absence de diagnostic, ils ont fait remonter des difficultés avec la justice, parce que si déjà au milieu de la santé c'est peu connu, vous imaginez bien que pour la justice c'est absolument inconnu dans la majorité des cas, sauf si on a l'entourage où on a été concerné. En fait, les personnes qui sont non diagnostiquées ou qui ont un diagnostic tardif vont développer plein de difficultés associées en grandissant parce qu'il y a vraiment un impensé. C'est-à-dire qu'en addiction, on va en parler pendant la grossesse, on en parle en phase périnatale et on n'y pense plus du tout chez les adultes qu'on rencontre, alors que c'est un trouble du neurodéveloppement, que ça peut les impacter et que dans les conséquences, il peut y avoir entre autres de l'addiction, mais aussi beaucoup d'anxiété, des situations de vulnérabilité pouvant donner lieu à des tentatives de suicide ou de l'automutilation, mais aussi à partir notamment de l'adolescence, des problèmes de délinquance, mais aussi une grande vulnérabilité pouvant donner lieu à ces personnes à situation de victimisation. La première étude que je vais vous citer, c'est celle de Strasgut, qui est une pédiatre américaine qui a suivi une cohorte de personnes atteintes de TSAF pendant 30 ans. Et ce qu'elle a relevé sur cette cohorte, c'est qu'en fait 60% des personnes avec un TSAF ont rencontré des problèmes avec la loi. Popova, c'est une chercheuse canadienne, donc c'est la deuxième étude que je vous cite. Elle, ce qu'elle a observé, c'est que les personnes avec un TSAF ont 19 fois plus de risques de connaître un épisode d'incarcération, ce qui explique pourquoi, au niveau du projet, on a ciblé la justice au niveau des sensibilisations.
Donc on a ciblé la justice, mais ce qu'on leur rappelle bien, c'est que les personnes avec un TSAF peuvent être des auteurs, mais également des victimes ou des témoins. Et donc on essaye de les sensibiliser sur le sujet pour qu'ils adaptent leur interrogatoire, notamment par exemple pour les forces de l'ordre, mais aussi au niveau de la défense pour les avocats, les magistrats, et après tout ce qui est service pénitentiaire d'insertion probation, mais également toutes les associations socio-judiciaires qui peuvent faire du contrôle judiciaire notamment. On essaye aussi de sensibiliser les associations d'aide aux victimes, parce que comme vous voyez, un chercheur aux États-Unis, donc Clark, a montré que 87% des personnes avec un TSAF ont été victimes d'une forme de violence. Au niveau du projet, donc on a testé d'abord le déploiement sur les Pyrénées-Atlantiques cette année. L'idée, c'était de sensibiliser vraiment la justice, que ce soit les professionnels en formation initiale ou continue, sur une sensibilisation généralement d'1 à 2 heures, et s'ils sont intéressés, de créer avec eux des outils pour objectiver les situations, parce que comme on parle d'un trouble du spectre, ça peut se manifester d'une manière très différente d'un individu à l'autre, et parfois, quand on regarde les caractéristiques, ça peut concerner beaucoup d'usagers en situation de précarité. Au niveau des professionnels, donc je vous les ai dit tout à l'heure, c'est assez large. On travaille également avec la PJJ et l'administration pénitentiaire. On a voulu aussi sensibiliser la santé, parce que ce qu'on se rendait compte lors des différentes sensibilisations, la limite du projet, c'était que les professionnels étaient très intéressés, mais ils nous demandaient où orienter ensuite vers du soin, parce que l'idée, c'est pas du tout de demander à des professionnels de la justice de faire un diagnostic et l'accompagnement derrière, c'est pas leur cœur de métier, ils n'ont pas le temps de toute façon, mais c'est d'avoir des professionnels de santé qui peuvent accompagner, que ce soit des paramédicaux ou des médicaux, pour imposer un diagnostic d'une manière certaine, mais ensuite accompagner la personne dans la vie quotidienne. Et sur la Nouvelle-Aquitaine, on a identifié très peu de professionnels formés, en tout cas. On en a quelques-uns sur la côte basque. Et après, en France, il y a un centre ressources à La Réunion et un médecin à Paris, Dr Germano, qui est formé. Alors, c'est pas du tout parce que c'est un problème d'outre-mer, c'est parce qu'il y a une volonté politique plus forte sur La Réunion, ce qui explique des financements qui a pu permettre d'ouvrir ces lieux. Donc pour finir, je vais vous parler, donc, pour la santé, on a décidé pour monter en compétence, pour permettre aux professionnels de monter en compétence, d'ouvrir une formation en janvier à Bordeaux, le 21 et 22 janvier, avec professeur Bérénice Roy-Doré, qui est donc du centre ressources TSAF de La Réunion. La Courriade, on a un stand, donc si vous voulez que je vous explique plus largement tout à l'heure, je pourrais. Et je pourrais aussi développer la nécessité d'action de recherche. Il y en a qui cherchent des projets de recherche. Il n'y en a pas en France, donc c'est le moment de se lancer. Merci à tous. Merci beaucoup. Merci. Bon, en premier lieu, je vous remercie à toutes et tous parce que vous avez super bien joué le jeu, je trouve, en respectant les règles. Merci aussi pour la qualité des présentations malgré le temps imparti. Alors, pour le public, j'ai conscience que l'exercice il va être difficile peut-être pour vous maintenant parce qu'on vient d'écouter 9 thématiques variées, issues de 4 coins de France. J'espère que vous avez pris des notes au fur et à mesure pour vous souvenir des questions, parce que maintenant, donc, on va pouvoir vous écouter. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, levez la main, identifiez-vous. Bonjour, merci pour toutes vos présentations qui effectivement sont tellement intéressantes que même moi je regrette que ça soit que en 7 minutes. J'aimerais bien que ça soit plus développé. Je vais limiter dans la question donc surtout sur les HSA, enfin la HSA en multisite. Moi je travaille en CARU donc XAPA et je fais malheureusement partie des quelques établissements où il y avait des espaces de supervision des consommations qui ont été créés pour répondre à un besoin des usagers. Pour revenir à notre corps de métier qui n'est pas de réguler des espaces indignes de consommation qui sont les sanitaires et de limiter un petit peu l'impact également sur le voisinage. Et cette fermeture était prise pour une décision politique, hein, pas pour le besoin qui est repéré, pas pour les professionnels. Même si nous, c'était que en CARUD, c'était pas en XAPA, je pense que les professionnels, on est tous convaincus de la nécessité. Mais quand je vois le résultat de l'étude de besoin avec une consommation
tout service confondu d'hospitalisation. Je voulais savoir si, pour étendre un petit peu justement ce soutien qu'on pourrait obtenir, est-ce que cette étude de besoin était présentée aux autres services hospitaliers, ou est-ce qu'ils sont impliqués dans peut-être leurs besoins à eux d'avoir un espace de consommation? Alors, pour répondre à ta question, oui, effectivement, on a fait 3 groupes au sein du XAPA pour faire un diagnostic d'implantation donc auprès des usagers, auprès de l'hôpital. Donc, on a passé plusieurs questionnaires sur les différents services. On a un petit peu, on s'est orienté aussi sur les services habituels, en tout cas où on a fréquemment l'ELSA qui intervient, par exemple, donc l'infectieux, les pathogastro et autres. Donc c'était le 2e groupe. Et on a fait un 3e groupe de diagnostic d'implantation auprès des pharmaciens, des médecins généralistes, des libéraux de notre quartier pour, pareil, avoir leur avis sur la question. Donc effectivement, on a étudié ça. Et alors moi, je maîtrise moins bien les résultats de ce qu'on avait fait 3 groupes. Moi, j'étais dans le groupe usager. Mais je crois globalement qu'on a eu plutôt un accueil positif de ce projet, quoi, parmi nos collègues et hospitaliers des différents services et nos collègues libéraux du coin. Bonjour, alors moi j'aurais une question par rapport à la dernière intervention là, qu'on a encore sur les yeux. Effectivement, c'est un diagnostic qui est compliqué à poser. Je pense que dans la salle et dans ce congrès, il y a probablement des situations qui feraient écho si on avait le temps de détailler un peu plus les caractéristiques de TESAF. Concernant l'action de recherche, comment vous envisagez d'avoir une estimation de cette prévalence en sachant qu'on a vu que le diagnostic dépendait de 2 personnes? Alors, au niveau de la recherche, il y a eu une première recherche à La Réunion auprès des jeunes de la PJJ en secteur fermé. C'est une équipe médicale en fait qui était sur la recherche pour poser un diagnostic avec notamment neuropsie, neuropsie addicto et généticienne. Donc c'était eux qui étaient composés principalement de l'équipe de recherche, avec ensuite une formation de tous les surveillants pénitentiaires et de manière générale de l'équipe de la PJJ sur place pour sensibiliser l'entourage et les jeunes, leur expliquer la recherche et ensuite pouvoir étudier la cohorte. Alors ils ont essayé de commencer en 2020, puis il y a eu le Covid, donc ils sont encore en cours. Et l'étude devrait être présentée cette année ou l'année prochaine au niveau des conclusions. Pour la recherche en XAPA, en fait, ce qu'on imaginait, dans la mesure où travailler avec la PJJ, ça peut prendre un peu de temps, c'était que les XAPA peuvent être un peu plus réactifs sur des études. Et donc, on avait travaillé avec une stagiaire de Master 2 en santé publique sur l'identification d'une grille de repérage qui peut être utilisée sur la file active en XAPA, qui ne nécessite pas en fait que le patient soit abstinent et qui reprend des points qui sont posés lors de l'anamnèse pour pas générer plus de temps aux professionnels et qui permettent en fait d'avoir des premiers chiffres sur le repérage de patients adultes qui pourraient potentiellement avoir un TESAF, ce qui permettrait notamment par exemple à l'ARS de justifier un poste de neuropsie dans les structures pour poser un diagnostic et avoir un accompagnement adapté ensuite. Oui, vous vous cachez. Moi, j'ai trouvé ça hyper frustrant. Je sais pas vous, mais 7 minutes, c'est beaucoup trop court. Mais du coup, on avait prévu le coup et on a presque 45 minutes de questions. Donc, si vous avez besoin d'approfondir, il ne faut pas hésiter. Je pense qu'ils attendent que ça aussi. Anne-Baptiste, j'avais une question pour vous sur le chemsex. Je travaille à Bissia, une association qui est basée à Bayonne, qui gère un XAPA et un CARUD. On a identifié quelques patients ou usagers chemsexeurs, mais qui sont vraiment en périphérie de notre soit patientèle, soit des personnes que l'on suit dans le cadre du CARUD. Et je voulais savoir si au décours de vos observations et de vos études, vous auriez des pistes d'outils ou en tout cas de méthodes pour mieux apprendre à connaître ces usagers, ces patients,
et faciliter leur accès en fait aux soins ou en tout cas à au programme de réduction des risques qui peuvent être mis en place sur un territoire. Alors, pour les chemsexeurs, enfin pour les personnes qui pratiquent le chemsex, l'analyse de produits, c'est un bel outil qui leur est proposé aujourd'hui. Je pense qu'en plus, ça a tout son sens parce que les catinones de synthèse qui avant, quand on achetait de la 4-mec ou de la 3-MMC, c'était bien ça. Aujourd'hui, avec les nouvelles réglementations en Hollande, il y a même une nouvelle réglementation en juillet dernier qui interdit toutes les catinones. On peut avoir un petit peu peur de la transformation du marché des catinones. Donc il y avait une première interdiction de la 3-MMC en Hollande qui avait fait que la 3-MMC, en réalité, c'était pas du tout ça. C'est de la 3-CMC, de la 2-CMC, voire aujourd'hui de la NEP. Et on peut tout à fait imaginer que bientôt, ce sera même plus des catinones, ce sera autre chose. Donc je pense que pour les amener vers le soin petit à petit, l'analyse de produits, c'est bien. C'est une bonne... une bonne accroche. Voilà. Donc j'en profite puisqu'on a le temps pour poser des questions. Ma deuxième question serait justement sur la pharmacovigilance et pas sur le chemsex qui commence à être assez bien documenté, mais sur l'usage sexualisé des drogues et notamment sur justement le repérage, puisque quand on voit souvent que ça parle les personnes pour un trouble de l'usage, l'usage sexualisé des drogues était antérieur, mais a totalement disparu. Souvent, la sexualité est totalement absente au moment où on vient repérer un trouble de l'usage qui s'est installé. Et j'aimerais savoir s'il y a, comme on fait un repérage systématique, de savoir si justement il y avait une dysfonction sexuelle, s'il y avait un usage sexualisé des drogues. Est-ce que dans la pharmacovigilance, par exemple dans Oppidum, est-ce qu'il serait prévu d'avoir une question presque systématique sur un trouble de l'usage? Est-ce qu'il y avait un usage sexualisé des drogues antérieur ou un usage sexuel hors chemsex qui est assez bien documenté? Peut-être Anne pourra dire pour la question porosité, trouble de l'usage chemsex. Si vous participez à Oppidum, à partir de cette année, il y a une coche à causer chemsex. Du coup, on en saura plus à partir de l'an prochain par rapport à ce dispositif Oppidum. Après, ce sera, est-ce que cette substance est utilisée aujourd'hui dans le chemsex et pas hier? Bon, on ne peut pas poser toutes les questions, mais à partir de cette année, ça y est. Oui, si ça marche. Juste pour rebondir sur Oppidum, en fait, la problématique d'Oppidum, c'est qu'aujourd'hui, on sait qu'il y a plein d'usagers de catinone, mais on ne sait pas si c'est du chemsex. On sait que dans Oppidum, ils utilisent la voie intraveineuse, mais on ne sait toujours pas si c'est du chemsex. Donc, bien évidemment, on pense que c'est le chemsex, mais donc c'est pour ça qu'on va rajouter la petite case à cocher, effectivement, qui peut être intéressante. On va re-questionner le contexte des usages dans Oppidum. Après, sur l'usage sexualisé des drogues de façon plus vaste, on va dire, effectivement, c'est une bonne remarque, le fait qu'on puisse passer du chemsex au chemchem, comme on l'appelle pour ceux qui pratiquent le chemsex. Donc, c'est le fait de, au départ, utiliser la substance dans la sexualité, et puis au bout d'un moment, on accroche à la substance et la sexualité n'existe plus, et il n'existe plus que l'injection de produits. Donc, on passe dans tout simplement un trouble d'usage de substance, et on peut tout à fait imaginer qu'on est au départ dans un usage sexualisé des drogues qui mène petit à petit à un trouble d'usage de substances aussi en dehors du chemsex. Comment interroger ça? C'est une bonne question, mais je pense que déjà en commençant par interroger les agressions sexuelles, les violences sexuelles, je pense qu'on est déjà dans quelque chose d'intéressant qui peut amener à parler d'usage sexualisé des drogues et qui doit être maintenant interrogé dans le cadre d'un trouble d'usage de substance. Voilà. Ouais, j'ai une question pour toi par rapport au trouble des TSF. TSF. Je voulais savoir, déjà, j'étais hyper étonné par la diapo que tu as présentée où il y avait marqué
une personne sur l'iceberg, une personne sur 100. Ça, c'est en population générale, du coup. C'est énorme, ça me paraît énorme. Et on ne se l'imagine pas du tout, je pense. Alors, je me posais par rapport à ça deux questions. Alors, la première, c'est, ça a l'air très compliqué à repérer. Sans neuropsychologue, c'est quelque chose qui est faisable de repérer. Il y a des échelles qui nous permettent de repérer les TSAF. Attends, ma question elle n'est pas finie du coup. Alors, la question du repérage, qui est comment on peut repérer, est-ce qu'il faut absolument une neuropsychologue? La question aussi de qu'est-ce qu'on en fait une fois qu'on les a repérés. Parce que j'entends que la justice, c'est important qu'ils comprennent ce que c'est, mais nous, qu'est-ce qu'on peut en faire cliniquement? De la remédiation cognitive, quelles sont les possibilités derrière? Parce que moi, j'ai une neuropsychologue, j'ai cette chance-là dans mon unité, savoir s'il y a des formations spécifiques à ça et qu'est-ce qu'elle peut faire derrière en remédiation pour ces patients-là, parce que c'est vraiment, l'épidémio est alarmante, je trouve. Alors, je n'ai pas mon joker avec moi, c'est-à-dire la neuropsie. Donc, je ne peux pas répondre sur les questions, mais je prendrai vos contacts pour qu'elle puisse répondre à la neuropsie. Ça sera bien. C'est pas forcément que neuropsie qui peuvent poser le diagnostic. Il y a des professionnels, que ce soit à Paris, c'est un neuropédiatre, ça peut être psychiatre, addicto, médecin généraliste, ils étaient formés. En fait, dans la formation initiale, on en parle peu. Du coup, ce sont des gens soit qui se sont formés sur le terrain en regardant la littérature, soit qui ont participé à des formations. Donc la réunion, on fait pas mal. Il y a des webinaires en ligne qui peuvent être regardés. Nous, on fait une formation vraiment d'une journée en janvier. Donc pour les outils, ça, je pourrais vous répondre. Et la deuxième question, c'était l'accompagnement au quotidien. Moi, on me pose souvent la question, à quoi ça sert une fois qu'ils sont adultes? Parce qu'il y a un médecin qui m'a dit, il n'y a pas de traitement, donc on s'en fout. Bon, je ne suis pas tout à fait d'accord. Non, parce que pour l'accompagnement, même ne serait-ce que MDPH, ça peut être des choses qui peuvent être... Déjà pour eux, la famille, obtenir des aides. L'association de personnes concernées ont beaucoup de personnes qui s'en rendent compte sur le tard et qui adhèrent à l'association. Et ce qu'ils nous rapportent, c'est vraiment que pour la personne et pour l'entourage, ça change tout. De savoir que ce n'était pas eux qui avaient une conduite volontaire, mais qu'ils ne pouvaient pas faire autrement parce que leur cerveau a été endommagé. Donc pour la personne, pour l'entourage, il y a un dossier MDPH qui peut être monté avec effectivement les limitations dans la vie quotidienne qu'ils peuvent avoir, avec ensuite une reconnaissance de travailleurs handicapés. Donc dans la vie quotidienne, ça peut beaucoup les aider. Pour les enfants, c'est un accompagnement pluridisciplinaire avec psychomote, ergo, psycho, orthophonie s'il y a besoin selon les atteintes. En troubles secondaires, quand il y a un TSAF, on trouve souvent le TDAH. Et parfois, il y a des diagnostics de TDAH alors que c'est un TSAF. Donc ça peut être regardé aussi. Et au niveau de l'accompagnement, du coup, la neuropsy peut travailler. Il y a tout l'accompagnement social et un accompagnement potentiellement avec des travailleurs sociaux au quotidien sur aider à avoir une routine, un cadre, pour que la personne qui parfois a du mal à se repérer dans le temps et dans l'espace puisse un peu évoluer là-dessus. Mais principalement, généralement, c'est des accompagnements qu'on lit dans la littérature sur les enfants, et après sur les adultes, il y a quand même encore quelque chose qu'on peut faire. Ok, super. Et moi, j'avais du coup le deuxième volet de ma question, c'est en amont du coup, parce que là, du coup, vous êtes lié à la justice, mais en termes de prévention, je pense pas que en obstétrique qu'ils aient notion de cette épidémie-là. Moi, je sais de mon expérience clinique dans mon secteur. En obstétrique, ils font souvent l'autruche sur la question de la consommation des produits, posent rarement la question. Une femme enceinte, c'est tellement évident qu'elle ne consomme rien que souvent ils font l'autruche là-dessus. Est-ce que vous avez des actions de vous prévoyez des actions de prévention? Parce que je pense que pour beaucoup d'obstétriciens, la question du syndrome d'alcoolisation fœtale, la prévalence n'est pas très importante et ça n'arrive pas. Mais quand on voit les chiffres, ils sont, une fois de plus, ils sont hyper alarmants, même si vous n'arrivez pas à faire des études épidémiaux encore très précises, mais les chiffres qui sont là, ils sont hyper alarmants. Alors au niveau de la Nouvelle-Aquitaine, on a la chance de travailler avec le réseau Périnate Nouvelle-Aquitaine. On a aussi un autre projet qui s'appelle CRAC, Coordination Ressources Addiction et Grossesse. À la base, c'était un projet sur alcool et grossesse, puis qui a été étendu à toute substance et grossesse. Donc du coup, mes collègues font ce travail de sensibilisation auprès des gynécos, sages-femmes, tous les pros de Périnate, notamment les PMI. Donc il y a cette sensibilisation. Si je ne me trompe pas, dans les enquêtes gynéco, il y a à peu près 70% des femmes qui sont interrogées pendant leur grossesse sur les consommations d'alcool. Donc ça évolue positivement, mais ce n'est pas encore le cas chez tout le monde.
Et derrière, du coup, moi j'interviens par exemple en école de sage-femme en dernière année sur la formation quand ils ont un module addicto pour faire 1 heure sur l'alcool. Donc ça permet de sensibiliser les sages-femmes également quand elles font notamment les entretiens prénatals et même les entretiens de contraception. Moi, ce que je leur explique, c'est qu'il faut absolument que ça soit tracé les consos. Que ça soit évoqué comme une question lambda qu'on peut poser pour le tabac ou pour l'alimentation, et que ça, en ayant tracé ça, ça permettra, c'est pas pour stigmatiser, mais vraiment dans un accompagnement après pour l'enfant à venir. C'est une prévention aussi pour d'autres grossesses. Et c'est des questions que des femmes peuvent cacher et des professionnels peuvent aussi ne pas poser la question mais ne savent pas comment répondre. Donc, au niveau de l'accompagnement gynéco et sage-femme, il y a plein de formations, nous qu'on fait sur la Nouvelle-Aquitaine, et les réseaux périnettes peuvent le faire potentiellement sur d'autres régions. Et sur le sud de la France, on a la chance d'avoir le parcours Cocon aussi qui repère les enfants vulnérables. Et entre autres, dans les enfants repérés, il y a enfants exposés aux toxiques pendant la grossesse. Bon, juste pour dire, le chiffre de 70%, il peut paraître cool comme ça, mais moi je trouve assez inquiétant qu'il y ait 30% qui ne posent même pas une fois la question en 9 mois. Et poser une fois la question, est-ce que cocher juste une case pour une pathologie qui est hyper stigmatisante, on a quand même des chances que la première fois la réponse soit non parce que j'ose pas en parler. Ça reste, à mon avis, c'est hyper important ce que vous faites en termes de prévention. Et je ne sais pas ce qui se passe, s'il y a autant en Ile-de-France. Mais en Ile-de-France, l'an dernier, ils ont fait une conférence avec le DAPSA, avec le réseau périnate Ile-de-France Sud, si je ne me trompe pas, sur les TSAF, avec plusieurs acteurs qui étaient intervenus. Donc il faut regarder un peu via les réseaux périnates. Je pense qu'ils font de la sensibilisation sur ce sujet. Ça ouvre la porte à des questions. Bonjour. Merci à tous pour vos présentations. Juste pour rebondir, moi je travaille en prison et effectivement on a passablement de patients quand on fait les hétéroanamnèses où on s'aperçoit effectivement qu'il y a, en tout cas il y a une cognition abaissée, il y a des choses en fait, des signes qui nous font, alors c'est pas diagnostiquer TSAF, mais en tout cas nous en tant que cliniciens on se dit waouh, il y a tout ça. Par contre en fait c'est très stigmatisant d'en parler. Pour les patients, donc en fait, on se retrouve aussi confronté à la difficulté de rentrer dans les soins parce qu'en fait, il y a des défenses narcissiques très très fortes chez ces personnes qui vont finalement en fait lutter en fait par rapport aux troubles cognitifs qu'ils présentent en fait avec quelque chose de très défensif où en fait ils vont être très impulsifs et puis remonter très rapidement en symétrie. Donc après pour leur permettre d'accéder aux soins c'est plus compliqué, ça nécessite effectivement pas mal d'étayage au niveau des équipes de soins pour pouvoir dire attention, peut-être c'est pas exactement la même posture professionnelle à adopter. Enfin voilà, c'est juste pour mais c'est juste en tout cas on a les mêmes constats nous en prison. Puis j'avais 2 questions, une pour Aude de Strasbourg. Je crois que c'est Aude, votre prénom. Aurore, Ambre, voilà. Désolée. Et puis une pour vous aussi. Est-ce que vous avez construit en fait du coup des séances d'intervention pour faire de l'éducation à la santé au final, au niveau communautaire, c'est juste? C'est des choses que vous réutilisez, c'est des fiches que vous réutilisez. Ouais. Puis du coup, je me posais la question de savoir si vous les partagiez. Donc, je travaille donc toujours en prison. On a des unités psychiatriques en fait dans lesquelles on fait beaucoup d'éducation à la santé. Et puis en fait, je m'aperçois qu'il y a très peu de choses. Alors nous, on construit des fiches qu'on fait nous-mêmes, effectivement, qu'on établit entre nous. Mais je me posais la question de savoir si on pouvait aussi partager. Par rapport aussi à vos expériences. Et puis je me posais aussi la même question par rapport à ce que vous faites pour les familles. Alors là, en l'occurrence, en prison, c'est compliqué, il y a très peu d'accès. En fait, en avant-jugement, on n'a pas le droit de les contacter. Donc, mais je trouvais hyper intéressant le fait d'avoir des demi-journées en fait, d'information avec des inscriptions. Et du coup, je me posais la question si vous étiez d'accord aussi de partager ce que vous donnez en éducation aux familles par rapport aux addictions. Donc, je ne sais pas si on peut vous contacter après ou pas. Alors moi, ça va du coup pas remplir trop la demi-heure, c'est oui. Oui, on peut partager, mais pour le moment, oui, on peut partager. Pour le moment, on les diffuse pas, mais l'idée c'est qu'à un moment donné, on
on structure ça de manière à pouvoir les partager. On ne sait pas encore trop comment, parce qu'on on a quand même créé là en 3 ans, je pense, une vingtaine d'outils différents qu'on réutilise. On a des jeux de plateau avec des dés géants, on a des trivial poursuites cannabis, on n'a pas le droit de dire trivial poursuite, mais on a des escape games. On essaie toujours de créer un truc, à chaque fois des séances avec un temps... avec des cartes émotions, des temps comme ça pour ouvrir la séance, et puis un temps plutôt théorique où là c'est un peu plus scolaire mais qui est assez court de 10 minutes, et après un jeu ou un quiz. Bon, on a des choses plus ou moins classiques, et puis on a un jeu sur les psychédéliques aussi, où c'est un genre de jeu de rôle où on travaille, on aborde le set and setting, et puis on se met dans des situations, on se raconte des histoires, on est dans telle situation, on a pris tel produit, il se passe ça, on lance des dés, ça nous fait bouger sur un plateau. Voilà. Donc on veut développer tout ça pour pouvoir le partager, mais on peut déjà le partager un par un comme ça, ouais. Ambre, tout à l'heure, vous parliez de fin de cycle. Vous arrivez à identifier donc la fin d'un cycle sans pour autant perdre le lien. Comment vous maintenez du coup ce lien? Est-ce que c'est par une présence physique ou est-ce que vous revenez de temps en temps est-ce que vous vous êtes fixé des échéances ou C'est un peu au cas par cas. C'est plutôt le travail de ma chef de service, pour le coup, qui est en lien avec les chefs de service. Il y a certaines grosses associations qui ont plusieurs dispositifs, donc des fois on continue à être dans certains lieux de l'association, et donc on a par exemple là bientôt sur une des grosses associations de Strasbourg, on va re-rencontrer, parce qu'il y a beaucoup de changements de turnover chez eux, on va re-rencontrer tous les chefs de service pour représenter à tout le monde ce qu'on fait. Il y a des lieux où ça a changé. Ces 3 pensions de famille, en fait, quand on est parti, on a dit bon, là nous on sent qu'on est arrivé un peu au bout, on a revu des thèmes, parce qu'on revient souvent sur le même thème, hein. On va parler d'alcool plusieurs fois, par plusieurs angles, avec plusieurs outils. On essaye de s'adapter à chaque fois. Et là, quand on est parti, on a dit on s'arrête. Et puis on verra, peut-être dans un an, on revient. Parce que c'est des gens qui... Il y a des lieux où on restera, parce que les habitants changent. Et il y a des lieux type pension de famille où c'est les mêmes habitants. Donc au bout de 2 ans, on a tous un peu marre de se voir. On fait un break et puis on se retrouve... Là, je pense qu'on va se retrouver bientôt. Donc le travail de lien, c'est beaucoup la chef de service qui le fait avec les chefs de service à chef de service. Oui, j'ai oublié de dire, on forme aussi, en fait. On a une session annuelle où on prend tous les travailleurs sociaux qui participent. C'est pas que des travailleurs sociaux, mais je simplifie. Tous les travailleurs sociaux qui participent à nos séances, et on les invite tous pendant une journée de formation, et ça, on refait tous les ans. Donc c'est aussi une manière de garder le lien. Je voulais revenir sur l'expérience du surf. Après les 6 séances, qu'est-ce qui se passe? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a d'autres surfs, plus de surf? Comment s'est vécu le fait d'avoir fini? Merci de la question, parce qu'on se l'est posé aussi. Alors, au départ, pour vous expliquer, on a démarré, en fait, on s'est dit, on va essayer de mettre ça en place. On a vu le prof de surf, dit 6 séances, c'est l'idéal pour progresser, etc. On a fait ça au départ, la première expérience en 2021, on a fait 3 séances sur 3 jours, une pause de 3 jours et 3 séances après. Alors, l'expérience en elle-même, les retours étaient très positifs, mais certains patients nous ont dit, c'est exactement comme avec une prise de produit, ça monte très haut très vite et ça s'arrête d'un coup. Donc on a modifié du coup la structure dans les 6 séances, en fait, où on fait du coup 3 séances en 3 jours pour vite progresser, puis une séance par semaine ensuite, puis après le rendez-vous à 1 mois. Et alors, l'idée c'est que les gens, pour la plupart, continuent des soins classiques dans d'autres activités à l'hôpital de jour, on a un hôpital de jour, donc ils ont quand même le suivi à côté. Et pour ceux qui voudraient particulièrement continuer cette activité-là, on a un groupe qu'on a monté du coup depuis 2 ans, qu'on appelle le groupe PERF, qui est le groupe où il y a une séance par mois, ça c'est intemporel, vient qui veut
tout patient qui ont déjà participé une fois à l'atelier peuvent venir sur ces groupes où c'est une fois par mois, on se rencontre avec tous les patients qu'on fait pour continuer l'expérience, mais là, on va dire sur une fois par mois, il y a pas mal de patients finalement qui se sont donné rendez-vous entre eux. C'est aussi l'idée de la rencontre entre les patients à divers stades de soins qui se donnent rendez-vous maintenant pour faire du surf entre eux. Et on a un accord entre guillemets avec l'école de surf qui fait que les patients peuvent louer du matériel à très bas coût et surtout peuvent se mettre à côté de là où les profs font leurs cours de surf pour qu'ils jettent un œil dessus. Donc il y a l'idée d'être rassurés aussi et en fait ils peuvent continuer l'expérience justement derrière en dehors du cadre de cette activité-là. Mais c'est vrai qu'on a eu ce problème-là au départ de ça va trop vite, c'était trop vite, trop haut. Et, si, il y a quand même une bonne partie des patients, dans ceux qui pratiquent toujours le surf, on n'a pas compté ceux qui font pratiquer à leurs enfants ou à leur famille le surf. Et il y a pas mal de patients en fait qui ont pu partager l'expérience avec leur entourage après. Un patient là par exemple qui a fait le stage, on fait 5 stages dans l'année. Et il y a un patient qui a fait le stage au mois de mai et qui, derrière, a passé tout l'été à aller une fois par semaine au surf avec son fils de 7 ans. Et c'est quelqu'un qui avait du mal à avoir de contact avec son fils parce qu'il avait un trouble de l'usage de substances, cannabis, alcool mélangé, qui faisait qu'il était peu en contact avec lui. Et il nous a dit, ben voilà, l'activité surf m'a remis en lien aussi avec mon fils, en fait. Il y a l'idée de transmettre aussi qui était intéressante, quoi. Non, mais du coup, ça me fait rebondir sur ce projet surf. Je me demandais quelle est la proportion de patients dans vos services qui sont en capacité de prendre part. Parce que c'est vrai que nous, on a des similitudes en Belgique avec l'escalade, des randonnées un peu intensives. Et il y a quand même toute une série de patients qui... Voilà, donc quels sont vos critères un peu d'inclusion et d'exclusion et si vous avez eu des événements aussi voilà, plutôt traumatiques dans le cadre de vos... Non, je ne sais pas s'il y a eu... Traumatique, avec l'escalade, oui. Parce que venant de... Au départ, je travaillais à Lyon, où à Lyon, on travaillait avec l'escalade. On faisait de l'escalade avec nos patients. Et je suis arrivé en Bretagne en me disant je vais refaire de l'escalade avec des patients, ça marche bien, c'est cohérent avec les soins en addicto. Et ça a fait un flop total. C'est-à-dire que l'expérience était bien vécue sur le moment dans les soins, mais les gens ne pouvaient pas poursuivre l'activité parce que ça ne leur parlait pas de faire de l'escalade là-bas. Et c'est là où on a mis en place les soins avec le surf. Alors que là, je limite au surf, mais on fait aussi du lanche-courte, on fait du paddle. Voilà, c'est tous les sports en bord d'océan. Donc ça limite du coup l'exigence physique et on n'a surtout aucun critère. À la limite, un des critères que je pensais au départ plutôt positif, qui est un facteur limitant, c'est les gens qui savent déjà bien faire du surf. Parce que du coup, l'effet progression ne marche pas chez eux, et même pour certains, parlant d'une expérience qui n'est pas traumatique, mais qui est compliquée, d'un patient qui avait un très haut niveau de surf quand il était ado, 10 ans de produit, dans un parcours de soins. Il avait l'idée de reprendre le surf au même niveau, et ça a été la désillusion. Et la première séance, il a pris une planche toute petite, sauf qu'il avait pris 15 kilos entre-temps, qu'il n'avait pas pratiqué, mais il a voulu absolument faire ça, et ça a été compliqué. On a dû l'accompagner justement pour qu'il revienne, qu'il fasse 10 pas en arrière pour reprendre petit à petit le surf avec le niveau qu'il avait maintenant. Donc là, ça a été compliqué. Mais pour quelqu'un qui justement est plutôt, on va dire, à dire, moi, vous me proposez, mais je suis incapable de le faire, c'est là où ça marche le mieux, parce que on est à, je pense, 90% des personnes qui, à la fin des 6 journées, tiennent debout sur une planche, même si c'est que 10 secondes. C'est pour ça que je suis avec mon téléphone en train de filmer, comme ça j'ai l'image à un moment où ils sont debout sur la planche. Et c'est vrai qu'on a la limitation, on ne l'a pas forcément. On passe un contrat avec le patient, on lui demande de ne pas consommer dans les 12 heures avant. Voilà. Alors, ce n'est pas des patients qui sont hospitalisés. On a des patients, l'idée c'est de mélanger.
Donc c'est que des patients en hospitalisation rencontrent des patients suivis en ambulatoire, rencontrent des patients qui sont suivis par des médecins traitants et qui veulent engager une démarche de soins en addicto. Donc on essaye de mêler différents stades de soins. Et du coup, c'est pour ça qu'on ne veut pas limiter à des gens qui ont déjà fait des sevrages, etc. Et on a des gens qui, justement, même s'ils sont consommateurs, arrivent à faire l'effort de ne pas consommer juste avant la séance. On voit avec eux si c'est possible, s'il n'y a pas de symptômes de sevrage, etc. Ça, on travaille ça en amont. Et ces gens-là, justement, vont rencontrer les patients déjà en soins. Et la rencontre, là aussi, est intéressante. Et on a pas mal de patients qui, on va dire, sur un groupe de 8 patients, il y en a souvent 3 ou 4 qui sont naïfs, entre guillemets, de soins en addictologie. Et sur ces 4-là, il y en a 90% qui vont demander des soins après, conventionnels, en fait. Donc l'idée, c'est aussi faire venir aux soins des gens qui ne venaient pas du tout aux soins classiques en disant « mais moi, je ne supporterais pas d'être... je pensais au TDAH, justement, on parlait, qui ont besoin de l'activité physique pour on va dire, pour se poser, etc. Et bien là, on a justement une médiation qui est intéressante et on a accès aux soins dans l'eau, parce que moi, quand je vais dans l'eau à la dernière séance avec les patients, je n'ai pas de planche de surf, parce que vous avez vu comment je surfe, je ne suis pas très bon. Je vais discuter avec eux et on a accès à des éléments dans ce moment-là où les patients sont dans l'ici et le maintenant, à des éléments de vie, des éléments émotionnels qui sont très intéressants, en fait, qu'on n'aurait jamais eu, ou j'ai jamais eu, pour certains je les connais déjà, dans un bureau pendant des années. Et ça, c'est intéressant aussi. On a tout un champ du travail avec le patient qu'on va découvrir pendant ces ateliers-là. D'où l'idée, maintenant, au départ, on a commencé avec juste des infirmiers, on a rajouté maintenant la psychologue, on a rajouté du coup le psychiatre, on va avoir sans doute aussi une anthropologue qui va venir voir comment les gens se déplacent justement sur la plage et les relations entre eux, comment elles varient, parce qu'il y a quelque chose qui se passe d'un peu différent. Et voir comment les activités en extérieur, en médiation naturelle, comme ça peut modifier l'approche du patient. Du coup, je continue à te harceler. Parce qu'entre-temps, il y en a d'autres questions qui me sont venues. Moi, je me demandais, parce que je suis naïf un peu du diagnostic, est-ce qu'il y a des signes pathognomoniques des TSAF où il n'y a pas du coup de signes faciaux, morphologiques? Et dans ce cas-là, s'il y en a, ok, s'il n'y en a pas, comment on fait le diagnostic en l'absence d'une histoire familiale connue d'alcoolisation pendant la grossesse? C'était ma première question. Et la deuxième, c'est dans l'expérience que vous avez, la prise en charge donc, du diagnostic de TSAF. Donc on a compris que ça pouvait être une plus-value pour la personne, qu'elle comprenne mieux ses difficultés. Peut-être en termes d'accompagnement social, c'est une plus-value. Est-ce que des fois, ça ne peut pas créer des entre guillemets, traumas familiaux, des crises familiales derrière, et de la culpabilisation par rapport à ce qui s'est passé pendant la grossesse, par rapport à l'impact de la mère notamment sur le parcours de vie de la personne. Est-ce que vous avez un peu l'expérience de ça, de devoir des fois faire des diagnostics et que ça a un impact? Parce qu'on se posait la question tout à l'heure de faire le diagnostic ou pas le faire, à quoi ça servait, le médecin qui disait que ça ne servait à rien parce qu'on ne pouvait pas traiter. Ça, je partage évidemment pas ça. Mais est-ce que c'est si simple des fois d'accompagner? Parce que ça peut demander un accompagnement derrière. Donc voilà, je ne sais pas si tu peux répondre à ça. Alors pour le diagnostic, je vais avoir du mal à répondre, mais encore une fois, je peux prendre les questions et transmettre avec les médecins avec qui on travaille. Je sais que ce que je peux répondre rapidement, c'est qu'en tout cas, s'il n'y a pas de traits faciaux caractéristiques et qu'on n'a pas la traçabilité des consommations pendant la grossesse, ça va être un diagnostic probabiliste. On ne va pas pouvoir poser quelque chose de certain. Et au niveau de l'accompagnement, si ça fait ressorgir des traumas, avec l'association Vivre avec le SAF avec lequel on travaille, ils ont principalement des enfants issus d'adoption. Donc on a peu en fait de familles biologiques qui adhèrent à l'association. Donc moi j'ai pas d'autres retours sur le terrain parce que je pense que c'est trop stigmatisant encore d'adhérer à ce genre d'association quand on a consommé soit nous pendant la grossesse,
grossesse. Ils ont quelques personnes concernées, adultes, qui rejoignent l'association. Mais du coup, soit les parents sont décédés, soit c'était de l'adoption. Donc il y a peu de contexte familial qui permettent de revenir là-dessus. Non, désolée. Réponse rapide. Réponse rapide. J'y vais, après je vous laisse. J'ai une question pour Franck, c'est ça? Déjà, merci. J'ai un peu travaillé sur l'ARLI et je trouve que c'est vachement complémentaire à l'éducation à l'injection. Moi, j'ai une question plus spécifique sur les injecteurs de stéroïdes anabolisants, du coup. On voit que, bon, il n'y en a pas beaucoup qui suivent ce parcours et qui ont l'air assez loin du matériel de réduction des risques, etc. Est-ce que vous envisagez de faire des choses spécifiques envers eux ou pas? Alors, l'idée, c'était déjà de prendre une population qui ressemble à la file active de l'association. Donc, les stéroïdes anabolisants, c'est une très petite part. Mais l'idée, c'était quand même de visibiliser aussi ces personnes-là qui ont accepté de rentrer dans la cohorte. Au niveau du matériel spécifique, l'idée, c'est d'avoir des kits pour de l'intramusculaire. Et on expérimente un kit intramusculaire, justement. Donc, il y a des outils qui sont en expérimentation pour répondre à ce besoin. Et ce qui ressortait de ces entretiens, c'était la plus-value de l'accompagnement, donc tout l'aspect éducatif sur l'apprentissage de l'auto-injection et surtout l'apprentissage et l'accompagnement à l'auto-suivi de la cure, de l'ensemble des éléments de cure et de tous les signes cliniques, en plus des effets attendus et des effets extérieurs qui sont mis en place pendant cette cure-là. Donc, ce qui ressortait, c'est que eux, en fait, le bouche à oreille va faire qu'ils vont nous orienter des personnes parce qu'ils y ont vu un bénéfice très important, une modification complète de la pratique avec une diminution intégrale des complications liées à la pratique, mais par contre, toujours un accompagnement et une vigilance sur les complications qui sont liées au produit. Et du coup, là, c'est du ciblage, c'est plus technique et plus compliqué parce qu'ils essayent différents types de cures avec jusqu'à 3 ou 4 stéroïdes anabolisants et des quantités d'hormones injectées tous les 2 jours qui sont de l'ordre de 1 à 3 millilitres, ce qui est relativement énorme. Si on prend l'odontatidil, la prescription initiale, c'est 1 millilitre de testo toutes les 3 semaines. Donc, on peut imaginer un petit peu les quantités et l'accompagnement sur aussi les signes cliniques directement qui sont importants sur toute l'agressivité, l'irritabilité, etc. Bonjour, merci encore pour toutes vos présentations. J'ai une question un petit peu globale sur la sexualité, parce qu'on en parle maintenant beaucoup dès qu'il s'agit du chemsex, mais je vais prendre le sujet un petit peu dans l'autre sens. Pour toutes les personnes qui sont actuellement sur le terrain, qu'est-ce qu'il en est du sujet abordé soit par les patients, ou est-ce que les équipes arrivent à en parler avec les patients qui sont des consommateurs avec des complications de tout type, notamment par exemple les problématiques en lien avec la kétamine. Est-ce qu'on a vraiment le sujet abordé avec ces personnes-là, cette population-là, de l'impact des addictions sur leur sexualité? Je veux bien faire un premier élément de réponse si ça vous convient. Du coup, dans l'évaluation, il y a un volet sexualité qui est fait systématiquement, notamment pour connaître l'intégralité des pratiques. Déjà, s'il y a des pratiques sexuelles seules avec substance, seules sans substance, seules avec partenaire avec substance, avec partenaire sans substance, ainsi que s'il y a eu des violences. Quel type de violence, s'il y a des traumas qu'ils ont déjà ciblés, s'il y a déjà eu des accompagnements, et surtout aussi cibler les pratiques et les risques liés à ces pratiques. Donc, je pense notamment au needle, à la scatophilie, à l'urophilie et autres. Et l'idée, c'est de pouvoir aller questionner pour mieux orienter derrière sur les types de suivi et les problématiques qui sont liées, et aussi adapter le matériel qui va être distribué en fonction des pratiques qui sont faites. Et moi, j'étais spécifique sur les injecteurs, mais c'est quelque chose que du coup on systématise maintenant sur l'ensemble des suivis qu'on a pour pouvoir faire une primo-évaluation et orienter vers les professionnels adaptés, et où nous adapter aussi nos suivis en fonction de ces modalités-là. Et je pense que c'est à intégrer comme évaluer les signes de santé mentale, psychiatrie et l'ensemble des consos, etc.
Du coup, nous, au XAPA à Lyon, on a la chance, on a un dispositif chemsex avec un collègue qui est sexologue. Donc c'est vrai qu'on a peut-être un peu plus l'habitude, parce qu'on baigne un petit peu dedans, quelque part, en réunion d'équipe, on partage des situations. Et puis, pour le coup, moi, je suis responsable aussi d'une consultation grossesse-addiction. Donc, si tu as des questions, n'hésite pas. Mais comme c'est pas le propos, je voulais pas. Et du coup, clairement, dans toutes les mamans que j'accompagne, ça fait vraiment partie des questions systématiques autour de la grossesse qui est prévue ou pas prévue, de rapports consentis, du postpartum, enfin tout ce qui, voilà. Et c'est vrai que je pense que quand on est porteur un peu de certains dispositifs où c'est des questions un peu phares, on est un peu en automatisme. Et peut-être en écoutant, je me disais que peut-être je suis moins systématique avec les patients non enceintes. Du coup, je ne sais pas. Bonne question. Merci beaucoup. J'avais une question concernant l'HSA intra-hospitalière. Même si, ma question elle porte sur les collègues, même si j'ai entendu que vous étiez plutôt sur le volet usager, mais si vous aviez eu des éléments d'information. Je me posais la question de l'accueil par les autres services de l'hôpital. Et ce que j'entends par là, je pense par exemple, je travaille en milieu hospitalier, et j'ai en tête la réaction de nos collègues, notamment en infectiologie, quand les personnes sont hospitalisées pour des complications de l'usage par voie intraveineuse, qui nous appellent en disant « bah oui, mais sauf que là, on pense qu'ils continuent de s'injecter, la preuve, on a retrouvé des autres choses sur les émocs ». Bref, tout ça pour dire comment ça a été accueilli, comment l'idée d'une HSA intra-hospitalière a été accueillie ou pourrait être accueillie par les autres membres des équipes hospitalières. Merci. Au final, on a les mêmes problématiques. Pour le coup, on est appelé un peu en urgence quand il y a un accueil hospitalier d'une personne qui fait une endocardite ou qui est en réa, enfin... Et peut-être parce qu'ils sont en difficulté que ça a été assez bien accueilli. Moi, je pensais qu'il y aurait beaucoup plus de résultats un peu négatifs, en tout cas des appréhensions de pas de sachet doux, quoi, en gros. Et en fait, je pense que le fait qu'ils soient en difficulté, finalement, qu'il y a un lieu dédié à ça, à l'hôpital, finalement, ça permettrait que la problématique ne soit pas dans la chambre du patient, quelque part. Enfin, en tout cas, moi, c'est comme ça que je l'ai interprété. Et que du coup, qu'il y a un vrai endroit safe. Enfin, ils sont hyper demandeurs, par exemple, des prises de sang en jugulaire, des poses de cathé en jugulaire qu'on fait au XAPA pour tous les services hospitaliers de l'hôpital. Donc, ils nous ont déjà repérés comme un peu spécialistes de la veine. Et il y a, je pense, une forme un peu de réassurance qu'il y aura un service après-vente quand le patient sortira, mais aussi qu'effectivement, il n'y ait pas des seringues dans la poubelle de leur chambre, quoi, et qu'il y ait un lieu dédié. Donc, je pense que c'est un petit peu ça. Est-ce que c'est une forme de défense pour décaler le problème et le mettre ailleurs ? Je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est plutôt bien accueilli. On n'a pas fait la maternité, mais je ne sais pas comment ça va être accueilli. Je suis là pour les questions. Oui, ça va aller. C'est justement... je te laisse un peu tranquille. C'est justement sur les HSA que je me pose la question. Alors, ça va être un peu dans la continuité. Moi, je me posais la question de comment vous avez pu organiser ça sur le plan réglementaire. Est-ce que c'est compliqué ? Parce que effectivement, les dispositifs d'HSA, ils sont quand même très réglementés à 2 endroits en France. D'ailleurs, la fin est pour bientôt de l'expérimentation. Est-ce que c'est compliqué d'instaurer ça au sein d'un hôpital ? Parce que nous, l'hôpital, ils sont quand même très anti-consommation de substances sur site. C'est quand même, moi, la PHP, c'est un bloc qui est difficile à faire bouger sur ce genre de choses. Comment vous avez réussi réglementairement à faire accepter Alors, on n'a pas encore réussi. Hein. D'accord. On va lancer le dossier avant la fin de l'expérimentation, mais même j'ai cru comprendre que même les salles en cours n'ont pas de certitude sur la poursuite des financements. Donc, de toute façon, c'est politique, hein, clairement. Nous, dans notre région, c'est pas très bien accueilli, d'où le fait que la grande salle de consommation à Lyon, on a vite compris que ça serait pas possible. Et qu'en parallèle, il y a eu des nouveaux décrets sur la possibilité que ça soit porté par des XAPA. Au départ, c'était que porté par des CARUD. Et c'est là où on s'est dit que peut-être les mini-HSA seraient plus facilement acceptés
d'un point de vue politique, mais aussi d'un point de vue citoyen, quelque part, où on voit souvent autour des projets de salles de consommation toute une forme un peu d'opposition en disant que c'est super, hein, mais juste pas le bâtiment à côté de chez moi, quoi. Donc il y a tout un travail à ce niveau-là. Après, nous, on va déposer le projet avant la fin de l'expérimentation. On a un cahier des charges qui est identique qu'à RUD, XAPA. C'est pas si compliqué au niveau de la loi, quelque part, puisqu'elle nous le permet. Mais il y a un décret, du coup, tout est voilà. C'est juste que après, il y a une décision politique qui accepte ou pas de donner des financements. Et en général, il y a quand même que 2 salles qui ont réussi à aller jusqu'au bout, quoi. À Marseille, ça flopait. Enfin, alors qu'il y avait vraiment des projets hyper aboutis jusqu'à présent. Et les dossiers dont vous parlez, du coup, c'est des dossiers par rapport à l'hôpital, l'ARS, c'est une question financière ou il y a une question d'autorisation vraiment politique, clairement. Politique. Okay. Je vois qu'il y a Damien Carmona dans l'assistance. La HSA à Créteil, hein, c'est... Ouais, juste pour rebondir, à Marseille, c'était prêt à ouvrir, hein, et il n'y a jamais eu l'autorisation du ministre de la Santé et du préfet, surtout. Est-ce que vous aviez le bâtiment, vous aviez tout, quoi? Il y avait tout, oui, tout. Les assos étaient prêts, tout le monde était prêt. Voilà. Non, mais c'est pas plus bête. Surtout qu'il y aura un gros centre. Est-ce que tout le monde va regarder? Merci beaucoup. Merci encore pour la qualité des présentations, pour le temps imparti qu'on vous avez demandé de respecter et pour la qualité aussi des échanges avec la salle. Merci. Merci beaucoup.